Donc le thème, effectivement, la démocratie directe. Pourquoi ce sujet ? On a vu depuis maintenant la crise, j'allais dire, des Gilets jaunes, le renouveau de toutes ces notions. L'épiphanie de toutes ces notions, avec de nouveaux acteurs qui sont revenus. Je pense là, par exemple, à Étienne Chouard. Mais on sent une crise qui est quand même beaucoup plus profonde, peut-être même une crise, j'allais dire, des camps intermédiaires, de la représentativité même, qui s'installe petit à petit, jour en jour, en tout cas qui se dessine, puisqu'effectivement on est parti d'une révolte qui pouvait paraître une révolte fiscale pour arriver sur une révolte, certains disent une révolution d'un système entier. On a, comme je le disais, vu des notions arriver comme le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Le RIP. Le RIP, le RIP. Tu préfères le RIP ? Ouais. D'accord, bon écoutez, chacun tranchera. Mais certains aussi parlent, en tout cas, ce qui pourrait paraître comme nos opposants, de peuplocratie. On en reviendra peut-être. Populocratie, ils disent. Populocratie, tout à fait. J'ai vu des plus timides dire peuplocratie, parce que bon, quand même, populo, c'est un peu vulgaire. Bon, bref, le sujet est forcément d'actualité et Méridien Zéro ne pouvait pas passer à côté. Pour nous accompagner avec Maurice Jean, donc nous avons le connu à cette radio, à ce micro, l'éternel Roubachoff. Oui, bonsoir. Bonsoir Roubachoff. Et nous avons l'immense honneur de recevoir ce soir Monsieur David Lépée. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. Lépée. Je vais peut-être laisser vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas à ce micro, ce qui m'étonnerait puisque vous êtes passé déjà 3 fois, tout à fait, de mémoire. Mais sait-on jamais. Je vous laisse le bénéfice de l'introduction. Merci. Bon, que dire, écoutez, je suis collaborateur depuis 2012, je crois, de la revue Éléments, qui est effectivement vraiment ma famille intellectuelle, idéologique et amicale. Et je vais reprendre avec mon camarade Thomas Hennetier d'ici quelques mois la direction de la revue Crisis, qui nous a été confiée par Alain de Benoît, ce qui est à la fois un grand honneur et une charge un peu intimidante. On verra comment ça se passe. Et sinon, je collabore un peu moins ces temps pour raison d'agenda, mais toujours en amitié avec eux, avec la revue Rébellion à Toulouse, que vous connaissez bien. Tout à fait. Eh bien, messieurs, on va commencer avec le vif, le dur, le vrai. J'ai envie de vous poser une première question, toute bête, mais pourquoi on a ce regain actuel de la démocratie ? Est-ce que c'est dû à cette fameuse crise des Gilets jaunes ? Ou est-ce que c'était déjà là avant ? Est-ce qu'on avait déjà les prémices par exemple, je pense aux manifestations sur la loi El Khomri, je dis ça comme ça, on avait déjà cette remise en cause, on parlait déjà par exemple de référendum au sein des entreprises. Est-ce que ce regain est dû à un ras-le-bol ou d'où vient ce regain ? J'ai envie de vous poser cette première question pour vous lancer. Bon, moi je ne suis pas français, donc j'ai pas forcément vu venir les choses. Il aurait été présomptueux de dire que j'ai vu venir les Gilets jaunes, parce qu'en réalité je pense que peu de gens l'ont vu venir, et le fait d'avoir été surpris, d'avoir été désarçonné, c'est le fait d'une bonne surprise. Quand quelques jours ou quelques semaines après l'irruption de ce mouvement et quand il a commencé à prendre forme, j'ai repensé souvent à cette phrase du philosophe Mably, qui, au sujet de la France, disait « Ah, décidément, la France est foutue, la France est finie, jamais plus ne viendra la Révolution ». Il écrivait cela en 1788. Comme quoi, même les esprits les plus éclairés peuvent être surpris. Il reste une part d'inattendu et de surprenant dans l'histoire. Et ça nous rassure de voir que tous les déterminismes, tout ce que nous avons pu prévoir est battu en échec. Et ce qui me frappe toujours d'un point de vue étranger, parce que même si on peut partager beaucoup d'idéaux de nos amis français, on partage la même culture, la même langue, pas mal de références communes, il y a une différence de tempérament. Et en cela, je me sens vraiment très suisse, et peut-être c'est mon côté germanique, c'est que on a l'impression que vous, amis français, par rapport à toutes les crises qui vous touchent et qui sont certes plus dures que celles qui nous touchent nous, mais vous réagissez par une râlerie, mais par une contestation qui n'est pas forcément fertile. Et quand on reproche aux Français le fait de râler sur tout ce qui leur arrive, ils nous répondent « Ah, mais c'est grâce à ça que nous avons fait 1789, 1848, 1871 ». Or, je ne pense pas que les révolutionnaires de ces événements-là se contentaient de râler et de développer une prose décliniste, voire nihiliste. Au contraire, ils étaient entreprenants. La révolution est une entreprise, la révolution est quelque chose qui va de l'avant. Et c'est certes pas la Suisse qui va donner l'exemple dans ce mode-là. Je ne dis pas que nous sommes mieux,
mais ça m'a toujours intrigué ces dernières années de dire mais ces Français se réclament, surtout du côté un petit peu conservateur ou réac, de la tradition pour justifier leur râlerie anti-moderne, alors que cette râlerie anti-moderne ne mène à rien. Même leurs propres ancêtres contre-révolutionnaires, ou révolutionnaires, parce que moi je les renvoie dos à dos, et avec la même sympathie, je dirais, étaient plus entreprenants. Et ce que j'ai compris, et ça me réconcilie avec eux, c'est que tous ces déclinistes n'avaient qu'une envie, comme Mably, c'est qu'on les détrompe. C'est-à-dire qu'on Mably disait « Ah, la révolution n'aura jamais lieu », il avait qu'une seule envie, mais il n'osait pas le dire de peur d'être qualifié de candide naïf, c'est que la révolution ait lieu. Et je pense que beaucoup de gens, alors à la fois du côté de, je ne sais pas, de l'extrême gauche marxiste ou des réacs nationalistes, tenaient le même discours en disant c'est foutu, ce peuple est décevant, on est pourri par la mondialisation, par le cosmopolitisme, quel que soit le vocabulaire qu'on utilise selon nos sensibilités différentes. Ils se sont plantés au moment des Gilets jaunes, mais ils ont été contents de s'être plantés. Et ça, j'étais pas forcément de ce camp-là parce que j'ai jamais partagé ce pessimisme. J'ai un point commun avec eux, c'est que j'ai été surpris et que je m'y attendais pas, et je suis content d'avoir été surpris. D'accord. Rouba ? Moi, je suis assez partagé en fait sur comment analyser on va dire, cette envie de démocratie. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a une vraie envie de démocratie directe, parce que la dernière fois qu'on a eu un référendum, c'était en 2005. On a voté contre le TCE. C'est pas bien passé. Hein. Et donc on a dit non. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement toute la classe dirigeante qui était pour, pratiquement toute la classe dirigeante qui était pour. Et puis on a voté non, et puis le traité de Lisbonne est passé en 2008. De force. Les gens se sont rendus compte qu'effectivement, leurs élites obéissaient à une espèce de loi naturelle qui était le globalisme, le fédéralisme européen, tout ce qu'on veut, et qu'ils seraient prêts à tout pour la faire passer. Et que par rapport à ça, ils considéraient que la voix du peuple n'était pas légitime. Voilà. Donc ils considèrent qu'il y a une loi naturelle qui est le globalisme qui doit être appliquée, et que la voix du peuple, et quand le peuple est contre le globalisme, c'est aussi stupide qu'au Moyen-Âge, un peuple qui serait contre l'Église catholique ou contre l'idée de religion. Voilà. Donc, ils se sont dit, le peuple est en dehors de notre pensée, on va pas tenir compte de son opinion. Et à mon avis, il y a une envie de revanche depuis ce temps-là, de passer au-dessus des élites et d'appliquer le référendum, appliquer le référendum étant le seul moyen de passer au-dessus des élites, quoi. Et après, il y a effectivement les élections, quand on a vu, par exemple, Macron, il y a une espèce de volonté à chaque fois de râler, et quand l'élection arrive, de se soumettre à la personne qui va entretenir l'ordre et éviter le plus longtemps possible que le désordre arrive, que le chaos arrive, qui va éviter le plus longtemps possible aux gens de remettre en cause en profondeur la société en réalité. Voilà. Donc il y a ces deux tendances, l'envie de passer par-dessus les élites et l'envie de s'en remettre à elles assez régulièrement pour qu'elles maintiennent le statu quo. Oui, parce que c'est même cette remise en cause des élites. Alors je me trompe peut-être, mais on sent même, quand on parle de démocratie directe, on s'affranchit normalement de représentants. Donc on n'est pas obligé forcément, pour moi, d'avoir une élite qui serait représentant de l'intégralité du peuple. On pourrait avoir des représentants qui sortiraient du peuple. Ouais. Et on a, je me trompe peut-être, et là je vous pose aussi la question, on a peut-être le sentiment que chacun maintenant a envie un peu de donner son avis et de s'affranchir complètement même d'une sorte de mandataire, de dire bon, ça suffit, de toute façon à chaque fois que je délègue ma parole à quelqu'un, c'est complètement dévoyé, et donc je préfère parler directement. Est-ce que du coup, c'est vraiment une remise en cause des élites qui, effectivement, je suis d'accord avec ton constat, s'en foutent. Je vais être grossier d'un coup, mais complètement, ça se voit. Ils ne tiennent pratiquement plus compte même pratiquement du vote. On voit que l'élection est devenue un jeu pratiquement. Ou est-ce que c'est une remise en cause même du représentant ? À mon avis, c'est une remise en cause, pas du représentant en tant que tel, mais du représentant comme étant le représentant d'une idéologie. L'idéologie qui nie la volonté populaire aujourd'hui, qui est celle de la frontière, qui est celle de l'identité. Des limites, en fait, qui est celle des limites, voilà. Limites au pluriel. Et on a des représentants qui sont les représentants d'une idéologie avant d'être les représentants du peuple. Parce qu'entre l'idéologie et la volonté du peuple, ça fait longtemps qu'ils ont choisi l'idéologie. Oui. Ça, c'est votre opinion. C'est mon opinion. Je la partage en grande partie. Mais je pense qu'une partie des Gilets jaunes, notamment les plus engagés derrière cette idée de démocratie directe, je pense aux gens derrière Chouard, ne remettent pas en question la représentation comme porteur d'une idéologie, mais la représentation en tant que telle.
À tort ou à raison, je suis encore un petit peu partagé, même si j'ai beaucoup de sympathie pour ça, parce que ça me semble aller dans le bon sens. C'est-à-dire que le problème de la représentation, on dit voilà, tout pouvoir corrompt, tout pouvoir absolu corrompt absolument, mais la représentation, même s'il n'est pas absolu, est déjà un pouvoir et donc une déviation, une corruption. Ils sont contre la politique professionnelle en fait. Ils sont contre les professionnels de la politique. Et contre la politique, contre la démocratie parlementaire qui n'a de démocratie que le nom. Tous les théoriciens sérieux de la démocratie commencent par dire bon, quand on dit démocratie, on pense évidemment démocratie directe, c'est une tautologie de le dire, précisons-le d'emblée, tout le reste, le gouvernement représentatif est une mascarade. Je ne suis pas bien sûr que la plupart des gens soient capables de penser même le fait qu'il n'y ait pas de représentants de leurs idées et de personnes compétentes pour mettre en œuvre des programmes et des choses comme ça. À mon avis, il y a peu de gens qui sont pour une démocratie directe sans politiciens professionnels, sans experts, sans tout ça. Mais je pense que la plupart des gens qui finalement adhèrent au RIC dans les gilets jaunes, dans la masse des gilets jaunes, c'est simplement pour se débarrasser d'une couche de population qui finalement est censée les représenter et qui ne représente plus qu'une idéologie qui représente une loi naturelle globaliste qui n'est pas du tout la loi naturelle à laquelle eux veulent se soumettre et dans le cas de laquelle ils veulent voter et créer leur loi. Oui, mais comment voulez-vous assurer que ces représentants qui conspuent et qui rejettent soient remplacés par des représentants dans un même cadre structurel, mais qui, eux, soient porteurs du droit naturel que vous... Ce serait parfait, mais comment voulez-vous que la corruption ne se recrée pas, étant donné que la structure reste la même ? Écoutez, j'en sais rien, on peut toujours imaginer un parti de gens vertueux, ça peut arriver, ou de faire simplement émerger des élites à l'occasion d'une crise. Il y a tout le temps des nouveaux leaders qui émergent, ça peut arriver. Hein. Mais je suis pas sûr que la majorité des gens veuillent se débarrasser de quand même de gens qu'ils estiment être des experts capables de faire tourner la machine. Hein. Je pense pas. Mais tout simplement parce que le principe de subsidiarité a été complètement évacué, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire celui des cercles concentriques de pouvoir. De la commune, en passant par le canton, le département, la province, la nation, et puis nous... vous parlez de modèle fédéraliste qui ne correspond pas du tout à la structure de l'État français depuis des siècles, depuis Louis XIV. La fédération française, chère à certains, ou principe fédératif tel que Proudhon la défendait, ou des Maurassiens, c'est parce qu'en fait, tout simplement, le principe de subsidiarité a été évacué. En fait, il date pas d'hier, saint Thomas d'Aquin en parlait déjà. Donc, c'est vrai. Donc je pense qu'en fait, tout simplement, c'est parce que c'est quelque chose qui est très éloigné aussi de l'univers mental des Français. Il y a quand même cette conférence, alors très entamée aujourd'hui, il y a vraiment une dégradation du respect, en gros, on va dire des électeurs et puis plus largement des citoyens envers leurs représentants, enfin ceux qui sont censés les représenter. Moi, je m'en réjouis à un titre personnel, je suis d'un antiparlementarisme rabique, je ne l'ai jamais caché. J'avais fait une conférence il y a quelques années qui s'appelait « Sortir de la société bourgeoise », où j'expliquais que la société bourgeoise, ou l'esprit bourgeois plutôt en fait. L'esprit bourgeois s'appuyait sur 3 piliers, la médiasphère, le capitalisme déterritorialisé et le parlementarisme au sens large. Voilà. Donc je me réjouis de voir que un des 3 piliers, 2 même maintenant en fait, puisque on voit comment ont été traités, pour ma plus grande joie, les journalistes de BFM, de LCI et de CNews au cours de ces derniers mois. Plus évidemment, je pense aussi à la façon dont ont été attaqués notamment des permanences de députés. Donc on voit déjà que le cancer parlementariste, la tumeur parlementariste et ce que j'appelle moi la kleptocratie médiatique, en fait, est désormais attaquée. Alors je pense qu'il faut désormais s'attaquer à l'autre pilier qui est le plus dur, qui est le plus gros, qui est le plus compliqué, c'est celui du capitalisme déterritorialisé. C'est ça en fait le gros morceau maintenant. Après, pour ce qui concerne le RIP, peu importe comment on l'appelle, démocratie directe, votation, référendum d'initiative citoyenne, j'y vois un sentiment de revanche, surtout inconscient, ou pas d'ailleurs, par rapport au vol démocratique de 2005. Et il y a en fait une soif de revanche derrière ça. Ouais, j'allais y venir. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de dépossession. C'est vrai. Il y a un sentiment de dépossession politique en fait en France, mais pas qu'en France d'ailleurs, c'est à l'échelle continentale. On peut peut-être rappeler, je ne vais pas faire l'affront peut-être aux auditeurs de réexpliquer ça, mais sait-on jamais pour les plus jeunes, peut-être Maurice tu pourrais réexpliquer ce qui s'est passé avec ce fameux référendum sur la Constitution Donc sur européenne. le traité constitutionnel européen en 2005, les Français et les Néerlandais avaient dit non et de façon nette.
Et 3 ans plus tard, le traité de Lisbonne est arrivé, qui était une copie conforme en fait du TCE qui avait été rejeté par les 2 peuples précédemment, et c'est entré en vigueur. Ça s'est fait dans le dos des peuples, ça s'est fait au Congrès de Versailles en France. Voilà. Versailles aura décidément été le symbole de toutes les capitulations. Non, mais c'est important de le dire parce que là aussi, vu de l'étranger, ici il y a bien une constante dans l'histoire européenne de ces dernières décennies, c'est que généralement, les peuples à qui on a demandé leur avis ont refusé de participer à ces mascarades, et les peuples qui y ont participé n'ont pas été consultés. C'est aussi simple à comprendre. Et la France se trouve un petit peu entre les deux parce que il y a eu un moment, une espèce de parenthèse enchantée dans laquelle on a demandé leur avis, où ils ont répondu comme tous les peuples démocratiques, sauf que comme cet avis démocratique n'était pas conforme à ce qu'attendait Bruxelles, ça a été invalidé. On pourrait faire d'ailleurs la longue litanie, sauf erreur, je crois d'ailleurs que le traité de Lisbonne a été rejeté par l'Irlande, je crois. Il me semble que c'était le Danemark qui avait rejeté l'euro au départ par référendum, puis on les a fait revoter. Ah oui, parce qu'il y a une autre technique aussi, c'est de faire revoter jusqu'à ce que la réponse soit la bonne, jusqu'à ce que la réponse attendue et espérée soit la bonne. J'allais vous lancer sur ça. On le voit même actuellement aujourd'hui quand on parle du Brexit par exemple, où on voit qu'on a eu quand même une sollicitation oui pour la sortie du Royaume-Uni, même si c'est effectivement toujours un cas un peu à part. Mais aujourd'hui, on parle même de faire revoter les gens parce que bon, vous comprenez. Il y a carrément un parti qui s'est créé au Royaume-Uni qui s'appelle Renew, qui a été spécifiquement créé dans l'objectif de faire capoter le Brexit. C'est sa seule et unique raison d'être. Oui. Et alors, au mieux, de faire revoter, sinon, au pire, en fait, de trouver de passer par une entourloupe juridico-constitutionnelle. Alors, il n'y a pas de constitution en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, puisque c'est un ensemble de textes fondamentaux. Mais il y a une volonté, en fait, soit de passer par soit la voie parlementaire, donc par la Chambre des communes, ou par, comme je le disais, différentes entourloupes juridico-constitutionnelles pour faire capoter le Brexit. Et voilà, ce parti, Renew, n'existe que pour ça. C'est sa seule et unique raison d'être. Et en plus, il y a une énorme manipulation médiatique autour de ce Brexit. C'est qu'on a beaucoup mis en avant, ce qui est une vérité, mais ce qui a été sursignifié, la fracture sociologique générationnelle qu'il y a eu dans l'électorat britannique au cours du Brexit, où, semble-t-il, le Brexit l'a emporté grâce à un électorat plutôt du troisième âge, des provinces, des régions, face à des partisans européens qui étaient plutôt des jeunes de la classe moyenne, étudiantes, globalisées, etc. Et de Londres, notamment. Voilà, alors évidemment, on peut comprendre qu'il y ait une grogne d'une génération contre une autre, mais l'erreur, c'est d'essayer de poser ça en parangon de la situation européenne, alors que dans la situation européenne actuelle, cette sociologie britannique est une exception. Oui. Dans l'ensemble des autres pays européens, ceux qui ont été consultés, que ce soit par un vote populaire ou par des sondages, c'est exactement le contraire. Ouais. Et je peux vous dire qu'en Suisse, de toute façon, on n'est pas européiste, mais disons le petit pourcentage européiste qui reste dans des consultations, des sondages ou dans des votes qu'il y a eu déjà il y a fort longtemps, c'est le troisième âge. C'est le troisième âge. Par suivisme gouvernemental, parce qu'on suit les conseils des conseils fédéraux, donc qui est l'exécutif national ou des médias, par confusion intellectuelle totale entre la crainte du retour des guerres européennes, parce qu'évidemment la grande illusion de l'Union européenne réside dans le fait qu'elle aurait évité les guerres entre nations européennes, ce qui est absolument faux. On le sait. Et je pense que ce consensus conservateur vient beaucoup du troisième âge. Et c'est vrai que l'Angleterre est une exception, parce que l'Angleterre a toujours été une exception, mais on peut pas en faire cette espèce de courant jeuniste dans les médias européens est complètement à côté de la plaque, parce que si vous voulez aller au bout de leur raisonnement, ils iraient dans le souverainisme, parce que l'opinion jeune des peuples européens, c'est celle que nous incarnons autour de cette table, grosso modo. C'est-à-dire soit le souverainisme national ou la vision alter-européenne. Oui, bon, alors ça va... Par défaut, on est tous alter-européens, mais ça va chercher un peu plus loin, ça. Non. Oui, non, c'était... Qui est-ce qui avait dit qu'il fallait interdire le vote aux vieux en Grande-Bretagne ? Enfin bon, les délires avaient été assez loin. Oui, ça avait été très loin. C'est vrai. Mais ça procède d'un réflexe assez clair chez les médias et les dirigeants. Je pense qu'ils ne conçoivent pas... Pour eux, un peuple qui n'est pas européiste, c'est un peu comme en Union soviétique, le peuple qui n'aurait pas été marxiste. C'est-à-dire, en fait, il se met en dehors... En fait. Il est en dehors de la logique, en dehors de la loi naturelle, en dehors de la loi de l'histoire.
Et en fait, son avis n'a pas lieu d'être, en fait. C'est vrai. Et je pense que dans leur tête, l'avis de gens qui ne sont pas européistes, tels que l'Union européenne est conçue actuellement, qui ne sont pas globalistes, immigrationnistes et autres, c'est des gens dont l'opinion n'a pas lieu d'être puisqu'ils s'opposent à une loi naturelle qui est la loi naturelle de l'humanité en marche. Donc, ils vont contre le sens de l'histoire. Il y a une Voilà. téléologie, Oui, un sens de totalement. l'histoire Voilà. auquel ils s'opposent. Voilà. Et du coup, ils sont invalidés par cela même. Et la légitimité du peuple est toujours en dessous de la légitimité de la loi naturelle, qu'elle soit divine, marxiste. Aujourd'hui, ou la globaliste. loi naturelle, c'est les droits de l'homme et le droit international impératif, c'est-à-dire le droit européen. Quoi. En C'est gros, ça. ça se résume à ça. Et donc, en dehors de ça, le droit de vote n'a pas lieu d'être. Et la légitimité populaire n'a pas lieu d'être. Disons, d'ailleurs, résumé par, je crois, Juncker en une phrase, la démocratie ne peut pas aller contre les traités. Oui, il a dit ça, Ouais. c'est vrai. Voilà, c'est clair et net. Ça peut pas aller contre Marx à l'époque, ça peut Voilà, pas ça aller contre l'Église, ça peut pas aller contre... Et là, aujourd'hui, ça ne peut pas aller contre la Commission européenne. D'ailleurs, on a tendance à mon avis, un peu par facilité ou par abus de langage ou peut-être par facilité d'esprit ou par raccourci intellectuel, à dire la Commission européenne, mais en fait, il y a pire que la Commission européenne. C'est la Cour de justice de l'Union européenne dont on parle finalement trop peu et qui est en fait notre pire ennemi. Avec la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il y a les deux. Et d'ailleurs, les jurisprudences, donc là je parle sous ton contrôle, Foxley, je crois que les deux jurisprudences s'alimentent l'une l'autre. C'est quasiment unique. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de cas similaires ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que la CEDH alimente la CJUE et la CJUE alimente la CEDH. Les deux cours, en fait, s'alimentent l'une l'autre. Alors, elles n'ont pas les mêmes. Donc, il y en a une qui est basée sur la Convention européenne des droits de l'homme, sauf erreur, c'est la CEDH. Tout à fait. Et la CJUE, en fait, c'est l'ensemble des jurisprudences liées au droit communautaire. Tout à fait. C'est exactement ça. Et en fait, on parle même de miroirs de juges, etc. Ouais. Où effectivement, mais c'est ce qui se passe un peu pour n'importe quel juge en France aussi, mais où on regarde ce que fait l'autre et les autres décisions, comment on prend les décisions. Mais là, comme on est à un niveau européen et qu'on veut imposer ça, oui, c'est sûr qu'ils se regardent. J'ai une petite anecdote, puisque tu me lançais sur mon contrôle du droit, mais moi j'avais eu j'ai eu des cours de droit européen quand même, où j'avais une professeure qui nous lance sur un débat. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de la sortie du Brexit, etc. C'est quand même atroce. Et son seul argument quand même, de ce qui pourrait être la représentante de l'élite française, puisque sortie d'HEC, sortie en tout cas de toutes les grandes écoles enfin bref, je m'arrêterai là, sinon je vais dire des noms d'oiseaux. C'est le parfait apôtre de la doxa, quoi. Complètement. Et le seul argument qui était un argument sentimental me disait, mais on va être tout seul si on sort de l'Union européenne. Oui, madame, bravo. Bon, voilà, je laisse sur ces. Non, mais en fait, l'ami Rouba l'a plus ou moins suggéré, c'est qu'en fait, on est dans la religiosité. Ouais, c'est ça. On est excommunié. On est dans l'excommunication. Alors, excommunication est le bon terme. Voilà. C'est le bon terme. Et pourtant, l'Union européenne s'est construite jusqu'ici par addition. J'ai l'impression qu'elle va continuer de se construire par soustraction. Donc ceux qui sont seuls, ça dépend de quel côté de la barrière, ça dépend de quel sens on donne à ça. On va peut-être recentrer le débat du coup sur le sujet de l'émission. Mais alors, en fait, je pense que c'est intimement lié finalement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la question européiste, alors je dis pas européenne volontairement, parce bien que sûr. pour moi, tout à fait. Je suis attaché plus que tout à la civilisation européenne. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je fais vraiment un distinguo avec l'européisme, qui est une idéologie qui est d'ailleurs le fruit de ce qu'en fait, comme je disais, la Commission européenne, la CJUE, quoi. Mais en fait, c'est le censeur européiste. Le censeur européiste s'appelle aujourd'hui le juge de la CJUE ou de la CEDH. Et d'ailleurs, il est très important de rappeler que depuis des arrêts de la Cour de cassation, et là aussi je parle sous ton contrôle, et du Conseil d'État, il est dit que les décisions prises par la CJUE et la CEDH, notamment la jurisprudence, s'inscrivent de facto dans le droit français. Et le Conseil d'État et la Cour de cassation ont entériné ça, alors sauf erreur, je crois que c'était dans les années 70. Tout à fait. Ça remonte aux années 70. En fait, il y a même on est lié par les traités de toute façon. On est lié par les traités. De toute façon, les traités, la CJ applique, enfin en tout cas, sont supérieurs à la Constitution. Tout à fait. Et l'interprète des traités européens. Donc effectivement, à chaque interprétation qui est faite des traités européens, on est normalement censé faire la même chose dans notre pays. Il y a plein de points de droit où effectivement la France attend quand même encore un peu de changer sa loi, mais notre souveraineté même normative est déléguée depuis bien longtemps. Je me souviens de la fameuse pyramide de Kelsen que j'avais étudiée en philosophie du droit, où notre chargé, c'était pas la chargée de TD, c'était
je sais plus comment on dit, maître de conférence, bref, nous avait expliqué que voilà, bon bah, alors effectivement, on mettait encore la Constitution comme norme juridique fondamentale en haut de la pyramide de Kelsen, mais que ça n'avait plus lieu d'être en fait, et que c'était aujourd'hui obsolète et caduque du fait des traités européens. Voilà. Qu'en fait, les traités internationaux et européens, en fait, avaient l'aval sur la Constitution. Et souvent d'ailleurs, dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, dans le préambule, et ce qui englobe en fait le bloc de constitutionnalité, les traités internationaux sont inscrits dedans. Mais c'est aussi le cas en Suisse, à quelques réserves près, étant donné que nous ne sommes pas un pays membre de l'Union européenne. Ah, mais vous êtes dans l'espace économique européen, par oui, exemple. Oui. Vous êtes dans le non, en fait, comment dire, on a voté contre l'intégration dans le en 92. Ensuite, l'EE s'est modifié. C'est compliqué. On est tenu par des accords bilatéraux, des accords de libre circulation. Mais pour reprendre la question uniquement du droit, notre droit d'initiative est limité. C'est pas forcément scandaleux parce que c'est des cas assez extrêmes, mais par le droit impératif européen. Et à chaque fois, on nous fait miroiter cette menace-là. En réalité, ce que le droit impératif européen nous interdit de prendre comme décision, ce serait grosso modo de rétablir l'esclavage, le génocide, la guerre d'agression et des choses comme ça. C'est pas des choses qui arrivent tous les jours, mais parce qu'on fait partie du continent européen, on est quand même tenu à un minimum. Or, ce qui vous limite vous est bien plus contraignant. Par exemple, on a une initiative, j'en parle toujours parce qu'elle est anecdotique, elle n'a pas abouti. Il y avait évidemment aucun parti derrière pour. On peut déposer toutes les initiatives qu'on veut à la chancellerie. Encore faut-il avoir les bras pour les faire signer dans le temps imparti. Il y a 3 ou 4 ans, il y avait une initiative pour le rétablissement de la peine de mort. Ce n'était pas une initiative anticonstitutionnelle. Et non seulement elle n'était pas anticonstitutionnelle sur le plan suisse, mais elle ne l'était même pas sur le plan européen parce qu'elle ne contrevenait pas au droit impératif. Les gens ont quand même jeté l'éponge parce qu'aucun parti, aucun syndicat, aucun lobby ne les soutenait. Même l'UDC. Donc ils avaient aucun moyen, d'une part ils avaient aucun moyen d'aboutir à leur nombre de signatures, et d'autre part les pressions étaient telles qu'ils ont fini par la retirer. Alors évidemment c'était un peu un coup de tête, c'était dans le cadre de faits divers particulièrement atroces liés à la criminalité, à la pédophilie. C'était quelque chose d'assez d'assez sanguin, d'assez réactif, mais c'était une expérience politique intéressante parce qu'on pouvait montrer qu'il y avait une possibilité légale de le faire. Ensuite, ce qui rend impossible ce genre de réforme n'est pas du plan légal, y compris pas du plan légal européen, mais du plan des mœurs politiques et des rapports de force à l'intérieur du pays. D'accord, écoutez, je vais peut-être vous relancer sur une deuxième question, parce que là, le débat arrive sur une question. On a l'impression que les revendications qui ressortent actuellement des Gilets jaunes, mais pas forcément que des Gilets jaunes, comme le RIC, comme par exemple un mandat impératif. J'ai envie de vous poser la question, à quoi servirait-il toutes ces propositions, à quoi serviraient-elles plutôt, toutes ces propositions? Est-ce que ça a encore une valeur? Est-ce que par exemple demain un référendum d'initiative citoyenne ou un référendum d'initiative partagée, comme on peut le voir, a des chances d'aboutir en France? Et si oui, est-ce que, même s'il aboutissait, est-ce que ça aurait un effet vraiment sur le changement de la marche générale de la politique française et là même suisse? Alors peut-être pour le coup vous serez le plus à même de répondre à ça, puisque la Suisse a quand même une démocratie directe, en tout cas la plus intégrée la plus existante en tout cas dans l'Union européenne. En dehors de l'Union européenne, l'Islande aussi. Oui, tout à fait. Je pense effectivement, sans faire de chauvinisme ni d'ingérence, que nous sommes arrivés à un degré de démocratie supérieur à la vôtre. Ah bah clairement, oui. Mais c'est pas un idéal en soi. Quand même, hein. Non, alors c'est une étape. De même que la revendication du RIC, telle que la formule Étienne Chouard et d'autres, c'est pas Étienne Chouard est le premier à dire que le RIC n'est pas une révolution démocratique, mais que c'est un antidote démocratique à un système antidémocratique. Donc c'est une réforme, c'est du réformisme, c'est pas une modification du système. Et ça permettrait d'arriver à un système qui est proche du système suisse, mais selon lui, il faut aller plus loin et renverser même le système électif. J'ai pas d'avis arrêté sur cette question-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon avis, sur le papier, le système de démocratie directe suisse est assez proche de l'idéal, mais seulement il est court-circuité par les rapports de force qui sont des rapports de force économico-financiers, à savoir que comme je dis, par exemple, pour déposer une initiative populaire, il faut, si je me souviens bien, 100 000 signatures au niveau fédéral. Après, il y a des initiatives
cantonales, communales. Il faut réunir 100 000 signatures sur 18 mois. Pour un référendum, il faut 50 000 signatures. Ça fait que, alors c'est des chiffres raisonnables d'un point de vue du ratio démographique. Néanmoins, pour pouvoir rassembler ça en 1 an et demi, il faut quand même avoir des bras. Il faut être là tous les samedis matins sur les marchés. Ça fait partie d'ailleurs de notre ethos démocratique. Quand on va faire le marché le samedi matin, on est sûr d'être abordé par 2 ou 3 militants de différents partis pour signer. C'est assez sympathique d'ailleurs. C'est un peu l'agora helvétique. Mais c'est pas n'importe quel petit groupe de citoyens qui arrive. Il faut non seulement bénéficier du soutien de partis, mais si possible de grands partis. Et les 2 grands partis chez nous, c'est en gros l'UDC qui est le Parti national libéral et le PS. Et ensuite, accessoirement, les démocrates chrétiens, les libéraux radicaux, etc. Je vous passe le détail. Mais l'inégalité et l'injustice dans ce système vient du fait que on part pas à égalité des chances pour réunir les signatures. Et ensuite, une fois que les signatures sont validées et passe en votation populaire, il n'y a pas non plus égalité en matière de budget pour financer une campagne. Je prends un exemple qui, évidemment, au moment où l'émission passera, sera déjà obsolète, puisque c'est un vote qu'on aura demain, donc dimanche 19, si je ne m'abuse. On va voter sur un enjeu qui est à la fois symbolique et très pratique, qui est le port d'armes. L'Union européenne, dont on ne fait pas partie, certes, mais veut nous rendre plus eurocompatibles encore en limitant en parasitant notre liberté de porter des armes, alors que nous sommes un pays où, bien heureusement, les faits divers ou les tueries sont très rares. Pour reprendre un exemple qui est donné dans le film de Michael Moore, qui visait un tout autre but, mais qui a l'honnêteté de reconnaître qu'avec une législation à peu près similaire entre les États-Unis et le Canada, le taux de criminalité est vraiment, vraiment beaucoup plus élevé aux États-Unis. Comme quoi, la différence n'est pas due à la législation sur les armes, mais à plein d'autres choses. Alors, la réponse n'est pas très claire, d'ailleurs. Est-ce que c'est les mœurs, l'éducation, la culture ? Mais en Suisse, on serait comparable un petit peu à la situation du Canada. Sauf que... un élément qui n'est jamais dit, en fait, concernant les États-Unis et les tueries de masse, c'est les gangs. Oui, bien sûr. Notamment les gangs afro-américains. C'est pas le... Ou latino-américains. Alors, on verra... Ça, c'est le gros non-dit, y compris de Michael Moore, d'ailleurs. Enfin, parce que... Ah bah lui, il aimerait bien valider la thèse inverse. Un bon démocratouille qu'il est, évidemment, il peut pas mettre en avant que la fabuleuse diversité ethnique des États-Unis, en fait, est le principal facteur de tuerie de masse. Ça, évidemment, il peut pas le dire. Bah oui, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que la question de l'armement, chez nous, elle est très sensible, parce qu'on a compris cas, finalement, qu'il y a eu en Suisse, c'était le Parlement de Zoug. Oui, ça c'était le pire. C'était vraiment une tuerie, on va dire, politique d'un forcené qui s'en est pris aux politiciens. C'est arrivé d'ailleurs à la même époque quasiment qu'ici en France, la tuerie de Richard Durn à Nanterre. Ah, d'accord. Il y a quelques mois d'écart entre les deux. Alors c'est malheureux, puis peut-être que ça aurait pu être évité, mais on sait bien que l'argument sécuritaire de dire protégeons-nous des bandits et des terroristes, c'est pas forcément les individus qui vont s'alimenter dans dans la fourniture d'armes légales. Ce genre de loi vise à désarmer les citoyens honnêtes pour continuer d'armer les malfaisants. Alors en Suisse, il y a évidemment les sociétés de tir sportifs et militaires qui regroupent beaucoup de gens, y compris beaucoup de femmes d'ailleurs, mais il y a surtout la situation des hommes qui, pour une grande partie d'entre eux, pour peu qu'ils soient en bonne santé et qui n'aient pas été réformés, sont titulaires, pas propriétaires, mais dépositaires d'une arme qui peut vous laisser à l'arsenal s'ils le souhaitent, ou, comme ça leur conseiller, le garder chez eux, ce qui permet de les mobiliser beaucoup plus rapidement, sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'arme et une ou deux boîtes de munitions, mais ces boîtes sont scellées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir théoriquement, même si ça n'arrive pas souvent, mais un contrôle de la police militaire qui peut demander à voir l'arme, voir les cartouches, et vous pouvez être amendable s'il manque une cartouche, ou même si simplement la boîte est décelée, parce que pour être sûr que l'arme ne soit pas utilisée pour une autre raison que celle demandée par l'État en cas de mobilisation militaire, même si ça fait longtemps que ça n'est plus arrivé. Et ce système fonctionne pas trop mal, puisque finalement, des forcenés, il y en a pas eu beaucoup. Mais l'Union européenne voudrait nous retirer ça. Moi, j'ai même pas ce privilège parce qu'on m'a désarmé préventivement pendant mon service pour raisons politiques. Je vais pas revenir dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que Jean-Jacques Rousseau l'avait déjà compris dans le contrat social. Marat et Saint-Just ont redit. Jaurès, c'est souvent à gauche qu'on a dit, dans la gauche intelligente, on a dit, oui, un peuple armé est un peuple autonome, souverain, libre. Et c'est précisément ce qui leur fait peur actuellement. George Washington, je crois aussi. C'est bien possible. Les États-Unis, oui, les États-Unis, c'est les républiques. Jefferson aussi. Je crois d'ailleurs qu'un des pays qui est le plus armé au monde proportionnellement à sa population, c'est la Finlande, et il n'y a quasiment jamais aucune tuerie. À vérifier, mais je crois que c'est la Finlande. Ouais, ils ont des armes à domicile. Ouais, ils ont des armes à domicile.
Énormément de chasseurs là-bas, mais pas que d'ailleurs, hein, mais les gens sont armés et il n'y a quasiment jamais aucune tuerie. Alors, moi, il y a un truc qui m'étonne sur la démocratie directe suisse. Quand on voit les peuples qui font de la démocratie directe, la démocratie directe, ça me fait aussi penser aux droits coutumiers et à la manière dont les peuples, dont certains peuples, alors je pense aux Balkans, les peuples montagnards en général, il y en a les Kurdes, dans les Balkans, les choses comme ça. Ils ont un droit coutumier, ils se font justice eux-mêmes, d'accord ? Donc, et ils sont souvent assez autonomes du pouvoir central, c'est-à-dire, j'imagine que c'est dû pour des raisons historiques. C'est marrant que tu parles des Kurdes, je pensais au Rojava tout à l'heure. Ouais. Le Rojava, c'est quasiment une révolution communaliste. Alors bon, évidemment, il y a toute la... dans le Rojava, il y a toute la logique aussi qui a été instrumentalisée par les Israéliens et les Américains pour faire en fait un Kurdistan qui serait sous contrôle. Mais il y avait aussi une fraction des combattants kurdes dans le Rojava. Et des combattantes. Et des combattantes. Il y avait beaucoup de combattantes. Il y avait un paquet de combattantes, notamment à Kobané. Je crois que c'était vachement de combattantes kurdes. Il y avait un côté révolution communaliste aussi dans le Rojava. Donc je reviens sur le côté les peuples montagnards, on va dire, qui sont souvent loin d'un pouvoir central, loin du juge, loin du tribunal. Quand il neige la nuit, l'hiver dans la vallée, personne ne peut approcher. Donc les gens doivent avoir l'habitude de se faire la loi eux-mêmes. Et quelque part, ça doit déboucher aussi sur la notion de démocratie directe, puisque effectivement, s'il n'y a pas de magistrat présent, il faut arriver à décider soi-même de ce qu'on fait, rendre la justice. Et les gens sont armés. Et ça me fait penser un peu à la situation dans les Balkans où les gens ont des droits coutumiers, sont armés. Mais alors, qu'est-ce qui fait que les Suisses, eux, ils ne sont pas dans des systèmes de vendetta, dans des systèmes tribaux, des choses comme ça ? Qu'est-ce qui fait que la démocratie directe, la subsidiarité et le fait que le peuple soit armé, ça fonctionne en Suisse ? Alors que si on prend dans les montagnes albanaises ou du Kosovo, c'est pareil, il y a des espèces de droits coutumiers, de gens qui sont habitués à faire leurs lois eux-mêmes, à se faire justice eux-mêmes, etc. Ils sont armés et finalement, ça débouche en système complètement mafieux. On peut même parler de la Corse des fois, à un niveau moindre. Ça débouche sur des systèmes complètement mafieux. Qu'est-ce qui fait que ce système de subsidiarité de gens armés et un peu autonomes politiquement et débouche sur quelque chose de positif et de paisible en Suisse, alors que ça débouche souvent sur des trucs potentiellement sanglants dans d'autres communautés. Toi, tu penses à l'exemple albanais, surtout. Ouais, l'Albanie. L'exemple albanais du Kosovo. Enfin, bon, là, des vendettas interminables. C'est des vendettas interminables. D'ailleurs, c'est un nom, je ne sais plus comment... Le Canoun, la loi, c'est le Canoun. Canoun, voilà. Bon, là, on est dans le tribal. Cette logique de vendetta, en fait, existe aussi en Suisse, dans certaines régions bien délimitées, même si c'est une soft vendetta, une vendetta douce qui va rarement jusqu'à mort d'homme, mais qui sont des querelles de voisins qui se prolongent de génération en génération. D'ailleurs, les cantons les plus sympathiques et les plus enracinés, que j'aime bien mais qui ne sont pas les miens, donc j'irai jamais habiter là-bas parce que je m'y intégrerai pas et je vais pas les citer pour pas me faire plastiquer moi-même, mais j'ai beaucoup de sympathie pour ces peuples. Mais il y a un peu ce côté-là comme on en a partout dans tous les petits peuples d'Europe, sauf que c'est davantage pacifié. Cela dit, ce dont vous parliez sur les vallées qui sous la neige peuvent pas avoir accès au pouvoir central, c'est vrai que ça s'est un peu passé en Suisse dans des moments de l'histoire où c'était effectivement comme ça pour des raisons géographiques. C'est la généalogie de cette démocratie directe-là et surtout de ce fédéralisme-là. Pour vous donner un exemple, j'étais hier à la nouvelle librairie, on présentait avec les éditions Artus, les éditions DVD, un film qu'on sort, un film suisse de 61 sur l'histoire de Guillaume Tell, d'après Schiller, dont j'ai rédigé le livret, et il m'a été impossible de ne pas faire de rapport entre la subversion, la rébellion que représente Guillaume Tell et l'opposition qu'on a actuellement avec l'Union européenne, sauf qu'avant c'était pas Bruxelles, c'était les Habsbourg, c'était cette monarchie-là, le pouvoir autrichien, mais déjà le fait que les gens, alors c'est évidemment la Suisse, mes ancêtres ne faisaient pas partie de cette Suisse-là parce qu'on était dans une autre région. C'était 3 cantons. La Suisse, c'était Aurich, Fitz-Unterwald. C'est les cantons alémaniques de Suisse centrale, montagnards. Un peuple, on avait d'un côté, au bord du lac des 4 cantons, les pêcheurs, les bûcherons dans la forêt. Et en haut, on avait les bergers. Et tous étaient armés, y compris les bergers étaient armés pour une raison simple, c'était pour protéger. Exactement, voilà. Et Guillaume Tell, alors lui, était pas berger, était chasseur, c'était l'arbalétrier. Sans doute, Guillaume Tell n'a pas existé. On en a fait une espèce d'allégorie comme la Marianne républicaine. Ça synthétise un certain nombre de choses qui ont eu lieu. Pourquoi on a choisi un arbalétrier ? Parce que le port d'armes était une coutume, une vieille coutume germanique, un usage qu'on nous avait laissé, qui avait été toléré malgré l'opposition de l'Église, de la haute noblesse locale et de l'Empire. Et c'était pas la principale raison de la révolte, mais les Habsbourg voyaient d'un mauvais œil que de simples paysans puissent s'armer alors qu'ils n'étaient même pas militaires, quoi. Alors,
là, sur tout ce que vous disiez, à quel moment parce qu'on a l'impression qu'en fait, quand on parle même de droit coutumier ou de ce que vous énonciez là, on arrive quand même sur une essence démocratique qui est encore viable, entre guillemets. Qu'est-ce qui a dévoyé ça ? Est-ce que c'est le 18e, 19e siècle avec ce jeu politique où on a une professionnalisation de la politique et où on voit que là, le représentant, pour se faire élire, on fait tout pour se faire élire et oublie même après son électorat et veut rester maître du pouvoir, ou c'est complètement autre chose, ou c'est la marche normale en fait de la démocratie. Beaucoup, notamment, pour le coup à ce micro on n'est quand même pas pro-démocrate, on va peut-être pas se leurrer, pas trop, mais est-ce que c'est pas la marche normale finalement de la démocratie que d'arriver sur un système où on a des représentants, une démocratie représentative, où on a des représentants qui se fichent complètement du peuple, entre guillemets? Non, c'est un dévoiement. À partir du moment où vous parlez de représentants de la démocratie, on a un problème de vocabulaire, c'est qu'on n'est plus dans la démocratie. En réalité, je pense pas que le système ne soit pas viable. Il est grippé, ça c'est sûr. En tant que citoyen suisse, j'ai un rapport, j'ai envie de dire révolutionnaire conservateur. Alors, en Suisse, je suis le premier, à plutôt contester ce système. Et dès que je vais à l'étranger, je me retrouve un petit peu en train de le défendre. C'est pas de la schizophrénie, c'est pas du chauvinisme mal placé. C'est juste que en contestant le système actuel en Suisse, je suis pas pour le mettre à bas, pour l'affaiblir, pour laisser entrer, disons, la cinquième colonne européiste. Seulement, en fait, ce qui a dévoyé ce système, c'est une chose très simple, c'est tout simplement le capitalisme. Je pense que la démocratie directe, parce qu'il n'y a de démocratie que directe, je le répète, et le capitalisme sont comme l'eau et l'huile, ils ne se mélangent jamais. Il y en a toujours un qui doit l'emporter sur l'autre. Les premières institutions démocratiques communales ou locales s'appelaient les Landsgemeinde, dont Rousseau parle. Lui, Rousseau disait on vote sous un chêne. Et avec le Halting islandais. C'est un peu comparable. C'est des assemblées populaires à main levée. Voilà. Je crois, il reste, je crois, il reste 2 cantons qui le pratiquent encore, mais c'est presque considéré comme du folklore. Bientôt, ça va être enregistré au patrimoine immatériel de l'UNESCO, je pense, malheureusement. Mais c'est drôle parce que il faut dire que c'est dans les années 70 que beaucoup de Landsgemeinde ont été annulées pour une raison simple, c'est que les femmes ont eu le droit de vote. Et quelle est l'influence? Non mais attention, quelle est l'influence du droit de vote des femmes? C'est que ça double le corps électoral. Donc quand vous réunissez 500 personnes sous un chêne dans un village, ce qui est déjà beaucoup pour compter à main levée, si vous en mettez 1000 au lieu de 500, ça rend les choses plus compliquées. Alors pour des raisons pratiques qu'on peut comprendre, on a remplacé ça par le bulletin qui en plus était secret, donc qui permettait un peu dans les rapports entre patron, employé, belle-mère, beau-fils. Je vais vous couper, mais c'est d'ailleurs l'argument qu'on sort le plus souvent pour dire que par exemple la France, on ne peut pas avoir une démocratie directe en France puisque le pays est trop grand et donc on aurait à chaque fois un électorat trop grand et des décisions une prise de décision qui serait interminable et un manque de réaction poser la question. Tout à l'heure on disait qu'effectivement on n'était pas démocrate dans le sens où aujourd'hui malheureusement ce qu'on appelle démocratie c'est plutôt l'oclocratie en fait. Oui, bien sûr. C'est plutôt l'oclocratie. C'est-à-dire qu'on est prisonnier, on est pris en tenaille entre 2 éléments, la plutocratie transnationale qui dirige en gros 99% de la sphère occidentale et malheureusement des populations qui ont été abruties par la télévision, les jeux vidéo, le divertissement de masse, le tourisme débilitant et un effondrement de l'éducation. Donc on est coincé entre la plutocratie, l'oligarchie et l'oclocratie. Je vais reprendre une formule qui avait été défendue à ce micro par Georges Peltin-Tracode il y a quelques semaines, celle de l'aristocratie populaire. Voilà, nous, ce qu'on défend, c'est l'aristocratie populaire. C'est-à-dire un peuple qui, en fait, s'éduque et s'élève. Oui. En fait, là, il ne faut pas avoir peur des références, comme l'ont fait les bolcheviks, comme l'ont fait les nationaux-socialistes et comme l'ont fait les chemises noires en Italie. Voilà, clairement. Oui, c'est une vision d'avant-garde, la vision d'avant-garde. Voilà, non, mais c'est une vision clairement d'avant-garde. Glissante quand même. C'est une vision clairement avant-gardiste. Oui. Mais là, la différence, pour reprendre votre question, c'est pas une différence de régime, c'est plutôt une différence de structure politique et géographique. Parce que vous parliez de l'échelle de la France, mais en Suisse, il n'y a jamais eu de Landsgemeinde nationale, parce que c'est impossible. À partir du moment où vous êtes plusieurs millions, même si c'est peu de millions, c'est impossible. En fait, c'est le problème, comme vous l'avez dit, c'est le principe fédératif. Quelle que soit la taille du pays, et je prends les États-Unis, qui n'est certes pas un modèle,
fidèle, mais qui malgré tout dans sa structure politique, De ce point de vue-là, c'en est un. voilà. C'est-à-dire, à mon avis, c'est un fédéralisme moins abouti que le nôtre, mais disons qui pourrait donner des leçons aux pays jacobins. Ça, certes, parce qu'il faut reconnaître, même si on voit ça sous le coup de l'absurdité et de l'anecdote, qu'il y a d'énormes différences législatives entre les États et que, a priori, ces différences sont légitimes parce que les États ont une souveraineté à l'intérieur d'une fédération. Il n'y a aucune raison pour imaginer que la France, comme elle a pu l'être à certains moments de l'Ancien Régime, pas très souvent d'ailleurs, mais à certains moments, puisse avoir. Je pense à une chose, c'est qu'on a regretté il y a quelques semaines la mort de Jean-Pierre Mariel. Ça m'a donné l'occasion de revoir un de ses grands films qui est Que la fête commence de Bertrand Tavernier, où Mariel représente un aristocrate désargenté breton sous la régence, donc au moment où le processus de centralisation monarchique que la Révolution n'a fait que couronner était déjà très très engagé, on n'était pas très différent de la situation d'aujourd'hui, et où lui prétendait à une république de Bretagne. Bon, une république aristocratique, pas une république révolutionnaire, mais ce qui était fort dans cette république, c'était pas son caractère républicain, c'était son caractère régionaliste. Donc du coup, ce n'est pas du tout une malédiction, c'est pas parce que le centralisme n'a été renversé par aucune révolution et aucune guerre civile qu'il est absolument indéboulonnable. Après, bon, il faut expliquer aussi que c'est lié à une chose. Ça s'explique aussi par l'histoire de France. Bon, quand on se rappelle le poids, par exemple, que le duché de Bourgogne avait, évidemment, ça explique beaucoup la volonté centralisatrice des rois, par exemple, des Capétiens, ou des Bourbons en général. Voilà. Bon. Il y avait aussi la volonté d'unir à travers la langue française. Bon, le traité de Villers-Cotterêts. Oui, que la Révolution là aussi n'a fait que les auteurs de la couronner. Pléiade, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais la Pléiade à la base c'est une série d'auteurs, c'est du Bellay, Ronsard, Bello, je sais plus, il en manque un. Ils écrivent défense et illustration de la langue française, c'est pour créer une unité monarchique à travers la langue. Alors bon, ça s'explique aussi pour des raisons historiques et une volonté de ne pas voir le royaume se disloquer. Il y a ça aussi. Robin ? Oui, non, je voulais revenir sur ce qu'avait dit tout à l'heure, mais ce que tu avais dit, la démocratie qui se délite un peu et où peu à peu on élit des politiciens professionnels pour représenter. En fait, j'ai l'impression que ça aussi, c'est plutôt un mauvais départ de la démocratie. Parce que quand la démocratie a commencé, les gens étaient plutôt illettrés, ils commençaient à voter pour les autorités, presque les autorités d'Ancien Régime, quoi. Le notable, le riche, je dirais pas l'aristo, mais pratiquement, quoi. Donc c'était plutôt un mauvais départ. Il y avait des classes dominantes et éduquées, et des classes petit à petit qu'on a commencé à faire voter. C'est ce qui s'est passé avec le droit de vote des femmes en Suisse. Alors maintenant, je pense, et c'est une bonne chose, que les jeunes femmes votent à la manière des hommes, c'est-à-dire en âme et conscience. Mais je peux vous dire que les femmes de plus âgées, je pense à la génération de ma grand-mère, y compris les plus progressistes, ont souvent fait voter leur mari, parce que ça faisait partie, une fois que le mari avait rempli son bulletin de vote, sa femme le lui passait et lui allait amener les 2 enveloppes dans l'urne. Et les partis qui ont soutenu le droit de vote des femmes, je pense au Parti socialiste, allaient faire la tournée des homes pour faire voter les retraités, et surtout les veuves qui étaient encore plus influençables que les veuves, surtout elles avaient un peu Alzheimer. Et donc je pense que c'est une bonne réforme, mais elle a été manipulée souvent d'une manière clientéliste immonde. On dit bien qu'au début, en France, les femmes ne votaient pas. Je crois que c'est la gauche qui voulait pas que les femmes votent parce qu'elles avaient peur qu'elles soient influencées par le curé. Ils avaient peur que les curés reviennent. C'est vrai. Donc la restauration de la monarchie. Mais dès 1789, il y avait cette peur. Il n'y a pas plus. Et ça Zemmour le dit bien, et c'est pour ça qu'il aime tant la révolution. C'est son côté phallocrate macho qui lui rend la révolution si sympathique. Je le dis un peu avec malice parce que je juge pas, mais c'est vrai que là, il y a pas plus patriarcal et phallocratique que les révolutionnaires français, parce que la femme était associée au lobby des confesseurs qui pouvaient être la 5e colonne réactionnaire au sein de la famille, le bon mari patriote sans culotte et la femme trop influençable parce que anthropologiquement conservatrice et sous la pression du clergé. Ouais. Tout à fait. Mais écoutez, messieurs, on arrive. Comme bien. D'ailleurs, on oublie souvent de dire que le. Mais coupe-moi, Maurice, je n'ai te coupe. aucun souci. Je te coupe. Que le fait que, par exemple, que les salaires soient plus bas chez les femmes que chez les hommes, bon, déjà, ça s'explique par une raison toute simple, le temps partiel. Les carrières qui sont stoppées en général, par exemple, pour congé maternité, congé parental, etc. Et puis, plus tout simplement pour une raison, c'est que pendant des décennies, le syndicalisme était une affaire uniquement masculine. Donc les combats syndicaux étaient menés par des hommes. Et beaucoup de femmes étaient encore mères au foyer et n'étaient ni à l'usine ni dans les champs. Bon, ce qui a changé ça, c'est évidemment 14-18. Donc je reprends.
Non, on va arriver à la moitié de l'émission, à notre petite pause musicale habituelle, pour reprendre sur une deuxième partie qui sera là dans l'esprit un peu plus pirate de Méridien Zéro, de savoir où se placer, vous, chers auditeurs, par rapport à ça. Est-ce qu'il faut prendre le jeu de cette démocratie ? Est-ce que c'est un atout pour nous ? Est-ce que ça pourrait être en tout cas un atout pour nous ? Ou à l'inverse, ce qu'on défend la plupart du temps sur ce micro, est-ce que il faut complètement sortir de ce jeu et aller vers d'autres voies ? Je vous laisse avec la pause musicale. À tout de suite. Renouveau, je ne sais pas si c'est renouveau, mais en tout cas, bienvenue. Renaissance, encore, comme dirait Renaissance. Nathalie Loiseau. Oui, tout à fait. À nouveau toujours sur le navire Méridien Zéro, en compagnie de monsieur David Lépée. Tu me dis ? J'espère qu'elle a payé sa cotise. Mais d'ailleurs, tu me lances sur toujours. Le Méridien Zéro, c'est une radio indépendante et qui, évidemment, pirate indépendante qui veut le rester. Mais pour ça, comme toujours, on a besoin des sous-sous dans la poche. Donc n'oubliez pas que chaque don compte, surtout qu'ils sont défiscalisés à hauteur de 66%. Donc n'hésitez Comme pour pas. Notre-Dame, alors. Ah bah c'est mieux que j'ai envie donner aussi pour Notre-Dame. Après, faut savoir ce que ça donne pour Notre-Dame. Voilà, c'est ça qui me fait encore peur. ce que ça va donner pour Notre-Dame. Au moins, vous savez que Méridien Zéro ne changera sûrement pas, en tout cas, pas de sitôt. Juste une parenthèse, j'ai appris un des plus grands délires qui a été proposé autour de Notre-Dame. Il y a des architectes suédois qui ont proposé donc pour remplacer La flèche non seulement la flèche, mais aussi la forêt, une piscine méditative. Voilà, une piscine méditative. D'eau bénite. Mais ça plaira à Beluga. C'est là qu'on se dit quand même que certaines tortures chinoises ne sont pas si mal. Donc, chers auditeurs, toujours en compagnie de monsieur David Lépée, Roubachoff, et vous l'aurez entendu, Maurice. Maurice qui a une petite annonce à faire peut-être sur Casapone notamment. Oui, chers auditeurs, chers camarades, je vous invite à vous procurer le plus rapidement possible, si ce n'est déjà fait, la nouvelle édition du Casapone, donc qui est désormais disponible aux éditions Nemesis, qui ont succédé aux éditions du Rubicon. Donc vous pourrez trouver ça sur la page Facebook des éditions Nemesis. La page web doit être active sauf erreur. Donc voilà, je vous invite à vous procurer. Écrit par Adrianos Quinca, qui est vraiment l'intellectuel organique de la Casapone. Avec un type brillant, vraiment. Préface et une postface que je vous invite également à lire. Et c'était une demande qui était très régulièrement formulée. Donc voilà, vos vœux sont exaucés. Donc précipitez-vous pour l'acheter, vous le procurer. Tout à fait, c'est une saine et indispensable lecture, militante. Coup, c'est mieux que un livre de BHL. Ah oui, ça c'est probable. Oui. Messieurs, je vais vous lancer sur une première question, puisque là, le thème de cette deuxième partie, c'est plus de savoir est-ce que cette démocratie directe pourrait nous être favorable. Quand je dis nous, évidemment, j'inclus les gens autour de cette table et les auditeurs de Méridien Zéro. Par exemple, nous, on a un exemple assez récent en France qui est la privatisation de l'aéroport de Paris, où on a vu apparaître un RIP, un référendum d'initiative partagée, qui permettrait peut-être d'empêcher cette privatisation, cette libéralisation à outrance. Donc, ça pourrait, d'un premier point de vue, nous être assez favorable. Maurice, Rouba, monsieur Lépée, je vous laisse peut-être commencer à débattre sur ça. Oui. Pour une fois, je ne cacherai pas sur l'Assemblée nationale. Ça n'est pas coutume. En fait, les oppositions se sont mises d'accord donc, pour déclencher le processus de référendum d'initiative partagée. Donc pour bloquer ce scandale absolu qui est la volonté de privatiser Aéroport de Paris, ADP, qui est, rappelons-le, une société qui marche, qui rapporte de l'argent à l'État, qui est accessoirement aussi la première porte d'entrée vers la France. Donc il y a aussi des raisons sécuritaires derrière, commerciales, touristiques. Donc si évidemment le processus peut aboutir, on ne pourra que s'en féliciter. Il faut rappeler quand même qu'il y a aussi, on est à fond dans le capitalisme de connivence dans cette affaire, puisque la banque qui est en charge en fait de la transaction est Bank of America, et le responsable pour cette transaction en France pour Bank of America est un certain Mourad, qui était l'un des principaux conseillers et soutiens de Monsieur Macron pendant la présidentielle de 2017. Oh bah tiens. Donc voilà, ça faut pas oublier de le rappeler quand même. Donc pour une fois, toutes les oppositions se sont entendues en fait dans l'hémicycle pour déclencher le processus. Voilà, donc c'est une excellente initiative, très bonne chose.
Voilà, ça c'est le populisme en fait, dans le meilleur sens du terme. On dit souvent ici que le populisme en fait a raison, n'est pas une doctrine et ne peut pas constituer un corpus politique et doctrinal, et c'est vrai. Mais parfois il a du bon, et là en l'occurrence, on pourrait dire qu'on a assisté à un populisme parlementaire. Je sais que ça peut paraître pour le moins surprenant. Oxymorique. Et oxymorique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé, et c'était pour le meilleur. Donc on va s'en réjouir. Bon, on aurait eu ça il y a 3-4 ans, on aurait peut-être évité la vente d'Alstom. Oui, qui était un autre scandale. un autre scandale. D'ailleurs, avec d'une- bizarrement le même, le même homme, d'ailleurs. d'une ampleur, d'une portée Les turbines, quand plus même. importante. Les turbines vendues à General Electric, fallait le la faire. marine de surface, les L'aéroport de sous-marins. Toulouse, n'oublie pas l'aéroport de Oui, Toulouse oui. aussi. Mais ça fait penser un peu aux grandes manœuvres de vente du port de Gênes, des choses comme ça. Du port du Pirée. Le port du Pirée en Grèce, au Chinois. Donc voilà, la route de la soie est en train de se faire. Ça passe par la terre, la mer. Et on se dit qu'effectivement, la maîtrise des routes commerciales, vendre l'entrée de la France à des puissances, potentiellement des puissances étrangères, voilà, donner le monopole des vols commerciaux à Qatar Airways ou leur donner les bons créneaux, etc. etc. Voilà, ça participe au dédain absolu de la souveraineté française, du contrôle du territoire français. Au secteur etc. stratégique. Voilà, de des souveraineté. secteurs stratégiques, c'est un tout. C'est les mêmes personnes qui vendent les turbines des centrales nucléaires, des bateaux de surface et des sous-marins nucléaires, qui vendent Aéroport de Paris, qui vendaient... On pouvait espérer qu'après, quand même, l'épisode désastreux de la privatisation des autoroutes, orchestré par Villepin, qui déjà bradait les bijoux de famille, en fait, ça allait en vacciner certains, mais non. Et puis bon, on peut toujours compter dans ces cas-là sur un ministre zélé qui est toujours prêt à baisser un peu plus son pantalon et à le mettre sur ses chevilles. Bon, là en l'occurrence c'est le maire, mais ça aurait pu être un autre. Enfin, lui est parfait dans ce rôle-là. Je trouve qu'il a même le physique de l'emploi. Enfin, c'est parfait. Enfin, c'est... Mais alors du coup, ce RIP, c'est quoi? Parce que il y a une loi qui existe à côté, qui est la fameuse loi Pacte, qui prévoit cette privatisation de l'aéroport quand même. Donc on a les deux en même temps simultanément, et on sent qu'on va l'avoir dans l'os. Mais du coup, je vais rebondir sur cet os-là. Est-ce que le RIP là, c'est pas comme on le disait en off avec Rouba, c'est pas un non-os donné en fait aux gilets jaunes qui réclament justement cette fameuse démocratie directe? Soit c'est un non-os, soit c'est un gros coup de trouille qui fait qu'effectivement, il y a un peu d'incohérence entre la loi Pacte, le RIP. Ils se sont dit, de toute façon, il faut montrer, là, le peuple, il veut pas l'aéroport de Paris. Bon, c'est un os ça, c'est peut-être un os qu'on peut lâcher. Et il faut de toute façon qu'on lâche quelque chose maintenant. Les Européennes approchent, les Gilets jaunes sont majoritaires dans le pays. Il faut faire quelque chose. C'est peut-être une preuve de bonne volonté. Il ne faut pas sous-estimer quelque chose. C'est que pour la première fois depuis des décennies, ce pouvoir a eu peur. Il a pété de trouille. Ouais, ils ont eu peur, là. Il a pété de trouille. Les 2 premiers week-ends de décembre. C'est Fenwick qui a fait peur. Ça c'était magnifique, ça, le transpalette sur la porte du ministère de Griveaux. Salut à toi, révolté pirate. On te reçoit quand tu veux, à Méridien Zéro. Le micro est grand ouvert. Et on va rappeler d'ailleurs que notre invité, quand même, s'est tapé une jolie note blanche de la DGSI. Tout à fait. Monsieur Lépée va peut-être Monsieur Lépée a eu droit à une jolie note de la DGSI. D'ailleurs, son avocat lui avait conseillé de ne plus mettre les pieds en France pendant quelques semaines. Même aujourd'hui, il m'a conseillé de ne pas venir. De ne pas venir. Bon, c'est vrai. Les avocats sont trop. Ouais. Le bunker Méridien L'excès de Zéro. prudence. Le bunker Méridien Zéro est sûr. Et bon, voilà. Donc, il y avait notre invité avait une jolie note blanche de la DGSI, puisqu'il avait appelé lui aussi à renverser cette bonne république que nous apprécions tant. Cette république plutocratique, et je crois que vraiment, enfin bon, de toute façon, un certain nombre d'éléments l'ont bien prouvé. Il y a eu une green zone, donc alors je sais plus si c'était le premier week-end ou le deuxième week-end de décembre, j'ai un doute. Un hélicoptère était prêt à décoller, le cas échéant de l'Elysée. Il était impossible de s'avancer. Plusieurs semaines de suite, si je me souviens bien. Plusieurs semaines de suite, mais alors particulièrement ce samedi-là. On avait quand même, il faut le rappeler pour ceux qui l'auraient oublié, on avait quand même déployé les blindés de gendarmerie, et on l'a appris plus tard, avec des liquides incapacitants qui avaient quand même été mis à l'intérieur des véhicules au cas où, pour être utilisés. Si les gilets jaunes étaient un peu trop récalcitrants, un peu trop revenants. Vous appelez des liquides incapacitants? C'est un peu comme les gaz innervants. Ah oui. Ouais, ça te met KO un quart d'heure, mais complètement, quoi. Voilà. Ça a été... un quart d'heure, voire une demi-heure pour certains. Est-ce que ça a été nié, ça, quand même, un peu? Ça a été nié. Alors c'est marrant, c'était la Raquel Garrido, l'avocate, la compagne
la compagne de Corbière, qui avait expliqué donc qu'elle avait subi ça et qu'elle avait eu des migraines. Je crois qu'elle avait été à l'hôpital, elle avait eu des nausées assez graves. Et en gros, ce que j'ai compris, c'est que le produit employé est celui qu'on utilise dans le Zyklon B. Enfin, bref. Oups, je coupe absolument tout de suite Cut. ici. On coupera ici, chers auditeurs. Donc on reprend l'émission dans son mais cette notion de peur dont vous avez parlé, Non, ils elle ont est pété de importante. trouille. Elle est Ils ont vraiment pété de importante. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il faut Ils ont été tétanisés, vraiment. aller jusqu'au bout. Moi, je cite souvent cette phrase de Benoît qui en commentant aussi cet épisode de l'hélicoptère qui était là pour exfiltrer le président et ses proches en cas de besoin. Et ça fait longtemps que c'est plus arrivé, ça n'arrive pas tous les jours. On a pris l'épisode du bunker aussi. C'est le garde suisse avec l'hélice. Hein, c'est un peu Varenne, quoi. Mais, et De Benoît écrivait en disant, vous leur avez fait peur, c'est une grande victoire, mais ils ne vous pardonneront jamais la peur que vous leur avez faite. Absolument. Et ça se traduit par c'est tout ou rien. À partir de ce moment-là, on peut plus reculer parce que tout recul ne peut qu'aboutir à un renforcement de la répression. D'où la radicalité de certains appels, et moi je ne considère pas être quelqu'un de très radical, mais pourquoi est-ce qu'il faut renverser le régime ? C'est parce qu'on ne peut plus faire dans la demi-mesure. C'est aller trop loin pour pouvoir commencer à négocier. Macron se retrouve dans la situation du président Thiers en 1871. C'est tout ou rien, et il est important d'aller jusqu'au bout, je pense vraiment. D'où les fameux termes de populocratie, peuplocratie, etc. qui surgissent. On voit quand même qu'on a ce qui paraît invraisemblable dans des gens qui nous ont répété depuis des dizaines d'années que quand même on est dans une démocratie républicaine, etc. où on en bassine avec ça. Et aujourd'hui, c'est limite une critique même du peuple, en fait, directement, en disant, alors c'est une peur peut-être du peuple, mais c'est même une critique de leur propre représentativité et leur propre représentation. En fait, c'est parce qu'on met tout simplement pas la même définition, c'est-à-dire que la définition que nous pourrions défendre ici à ce micro de la démocratie, même si nous nous considérons comme peu démocrates, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pour ces gens-là, ils ne mettent pas du tout la même définition. C'est la défense de l'état de droit, des minorités, de l'économie de marché, des jurisprudences en matière de droit. C'est-à-dire ils ne mettent pas du tout les mêmes choses que nous. Et du droit naturel sous la forme laïcisée et moderne des droits de l'homme. Mais c'est ça le grand problème, c'est que dans la définition que vous venez de dire, il n'y a absolument rien de démocratique au sens étymologique du terme. Seulement c'est ce qu'ils appellent démocratie. Quand je dis que je suis démocrate, je m'inscris dans le sens vraiment classique du terme, dans le sens grec. Du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà, c'est-à-dire que puis c'est un système, la démocratie, c'est un système arithmétique où si on part du point de vue du principe du vote, on peut imaginer autre chose que le vote, mais je parle pas de l'élection, simplement du vote. Une majorité l'emporte sur une minorité, ça fluctue, ça évolue, on trouve un consensus, mais il y a une légitimité par le nombre. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que l'inverse, c'est mieux que le règne des minorités. Alors que leur vision de la démocratie, en fait, c'est un corpus de valeurs. C'est un corpus de valeurs qu'ils ne définissent jamais exactement. Même s'il est minoritaire arithmétiquement, c'est ce corpus qui doit l'emporter. Oui. Sur le plan moral, c'est les droits de l'homme. Sur le plan de l'échelle des pouvoirs, c'est ce que nous dit, disons, l'Europe au mieux, la mondialisation au pire. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Et ils sont prêts à perdre des élections, perdre des votes, et pour ne pas montrer qu'ils les perdent, refuser le droit référendaire qui pourrait les mettre à jour, pour dire que finalement, et c'était la phrase de Giscard qui disait, c'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum à condition que la réponse soit oui. Bon, c'est d'un cynisme de fin de carrière. Alors que la définition classique de la démocratie que je défends est une définition finalement axiologiquement neutre. Et c'est pour ça que je suis aussi un petit peu en désaccord avec vous quand vous avez relancé le débat en disant doit-on défendre la démocratie à partir du moment où elle peut être profitable à nos idées ? Mais la question n'est pas de savoir si elle est ou non profitable à nos idées. Je pense que globalement aujourd'hui elle peut l'être. Mais même si ce n'était pas le cas, la légitimité. C'est ce que j'allais venir en fait. Je pense qu'il y a deux écueils à éviter. Le mépris du peuple et l'idéalisé. Oui. C'est les deux écueils à éviter. Le mépris du peuple, en gros, c'est ce que fait l'oligarchie. L'idéalisé, c'est de considérer, de faire croire qu'il aurait sans cesse raison. Clairement, moi j'estime que le peuple français se gourre depuis 40 ans. Je suis absolument pas d'accord. Depuis une quarantaine d'années, le peuple français se gourre. D'ailleurs, sinon, il n'aurait pas reconduit systématiquement les mêmes depuis 40 ans. Mais sur quels critères vous basez pour dire qu'il a raison et qu'il a tort ? Le problème, un raison tout simple, c'est-à-dire celui de ses intérêts. Oui. Celui de ses intérêts propres, évidents,
et immédiat. Laissez monsieur C'est-à-dire- Lépée c'est-à-dire répondre. Non, mais c'est intéressant. Mais là, on trouve une. C'est-à-dire que le peuple français, en l'occurrence, mais pas le seul, ce n'est pas le seul en Europe, agit très largement aujourd'hui, alors pour des raisons qu'on pourrait expliciter longuement, mais agit très souvent au contraire de ses intérêts. Alors c'est peut-être moins vrai maintenant. En fait, en raison des coups de boutoir qu'il a subis depuis tant d'années, et de la violence sociale qu'il a subie, de la violence oligarchique, il commence à prendre conscience de ses propres intérêts. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes en sont, comme je disais tout à l'heure, l'épiphanie, la manifestation, l'apparition la plus agréable et la plus sympathique. Oui, mais le problème avec cette grille de lecture, c'est que vous dites en même temps que le peuple français a eu raison, même si on l'a pas écouté, de refuser la première constitution européenne de 2005, et ce même peuple français a eu tort d'élire Macron au présidentiel. Et du point de vue d'un individu qui a une opinion, je suis d'accord avec ça. Sauf qu'un individu n'a pas à dire si l'ensemble du corps électoral a tort ou raison. Bon, d'une part, ça c'est sur le plan éthique, il faut savoir mettre les principes généraux avant les opinions, qui sont particulières. Les opinions, c'est ma préférence pour tel ou tel candidat, telle ou telle idée. Je repense à un passage de Rousseau dans Les 1000, où il parle de Sparte, qu'il idéalise, certes, bien sûr, mais c'était un modèle quand même pour tous les pionniers démocrates du XVIIIe siècle. Et puis quand je dis les pionniers, ils se comptaient sur les doigts d'une main en France. Et il explique, il raconte un épisode de l'histoire spartiate, et il nous dit, le Lacédémonien Péradète se présente pour être admis au Conseil des 300. Qui est l'Assemblée populaire. Il est rejeté. Il s'en retourne tout joyeux de ce qu'il s'est trouvé dans Sparte, 300 hommes valant mieux que lui. Je suppose cette démonstration sincère, et il y a lieu de croire qu'elle l'était. Voilà le citoyen. Alors c'est peut-être éthiquement beaucoup demandé, mais je pense que cette éthique démocratique est nécessaire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est beaucoup plus fondamental, quand vous dites le peuple français souvent n'a pas raison, je ne dis pas qu'il a raison. Je dis juste que la question d'avoir tort ou raison ne signifie rien dans la logique démocratique, qui est une logique de la légitimité. Ça, je vous l'accorde. Comment dire, ouais. dire que le peuple vote juste ou vote faux, c'est partir du principe de manière transcendante que avant même qu'il ait voté, il y a eu une réponse à la question, et ça c'est la dérive de la démocratie libérale, qui est un oxymore, c'est-à-dire les libéraux vont dire oui, le politique c'est la gestion d'un budget, il n'y a qu'une manière de résoudre une équation, et en général leur manière de résoudre l'équation c'est l'austérité budgétaire et les cadeaux aux riches. Évidemment, nous on n'est pas d'accord avec ça, ce qui prouve bien qu'avec un même budget, il est possible de l'attribuer différemment. Donc si c'est possible sur les questions budgétaires, c'est encore plus possible sur les questions de civilisation qui sont encore plus ouvertes, philosophiquement, métaphysiquement, moralement. Je pense que le peuple a toujours raison, même si cette phrase ne veut rien dire, parce qu'en fait, il a ni raison ni tort, il est légitime. Une décision qui est prise au suffrage universel, sous réserve que les élections que les votations soient pures, qu'il n'y ait pas de trop grandes inégalités financières, qu'il n'y ait pas de magouilles, de propagande. Sous réserve, c'est une situation idéale. Mais si tout va bien de cette manière-là, et même si moi je me retrouve en minorité, parce qu'en Suisse, je vous assure que n'importe quel citoyen moyen, tantôt est dans la majorité, tantôt est dans la minorité, et la sagesse démocratique, le fair play, comme on dirait aujourd'hui, c'est à la fois quand on a gagné de sabrer le champagne, et quand on a perdu de râler un peu, mais pas de descendre dans la rue à tout bout de champ, parce qu'il faut respecter la souveraineté qui est la majorité des autres. La décision prise devient raisonnable, devient juste au moment où elle est prise, et pas auparavant, parce que elle n'est que dans l'ordre de la virtualité. Mais c'est une vision vraiment immanente, et je suis contre toute vision transcendante de la politique. Non, allez-y. Je rebondirai après. Oui, tu disais que toi, tu considères que le peuple vote, la majorité gagne, et on considère qu'à partir de là, ça légitime. Mm-hmm. Moi, je ne vois pas comment on peut arriver à une conception de la démocratie sans avoir un corpus de valeurs ou s'inscrire dans une loi naturelle ou une tradition ou un ensemble de valeurs. Et là, vous parlez comme un commissaire européen, c'est moi, ça le problème. Moi, je parle comme quelqu'un qui redoute de vivre dans une société multiculturelle où finalement on votera, ce sera la culture dominante qui va gagner et qui finalement imposera sa loi aux cultures minoritaires. Donc là, si on n'a pas de... Si on commence à se dire que c'est la majorité, donc c'est la majorité... Donc, si on est démocrate, on accepte la loi de la majorité, oui, c'est important. Mais la majorité de quoi ? Mais la majorité de quoi ? Et je pense que c'est la majorité, et là tout le monde je pense que tout le monde sera d'accord, mais la majorité à l'intérieur de... Faut que le perdant soit quand même satisfait. C'est-à-dire qu'effectivement, que l'ensemble des lois soient votées dans le cadre d'une... J'allais toujours dire encore une fois d'une loi naturelle. D'un monde commun. D'un monde commun, d'une loi naturelle reconnue par tous. Une théocratie chrétienne, une théocratie musulmane, un monde marxiste, une démocratie libérale, peu importe. Mais il faut que la très grande majorité des gens se reconnaissent dans cette loi naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, que le perdant puisse avoir quand même vivre dans un monde
qui lui convient, même si les lois qui sont On votées pourrait à ce moment-là. quasiment parler de surmoi, en fait. Alors, quel serait ce Un surmoi partagé, quoi. référentiel commun dans le cas de la France? Collectif. Alors, le référentiel commun dans le cas de la France, effectivement, aujourd'hui, C'est pas la théocratie catholique. Non, mais aujourd'hui, c'est, on va dire, les droits de l'homme. Disons qu'on a notre élite voudrait que ce soit le cadre des droits de l'homme. Donc, ils nous font tout le temps voter dans le cadre des droits de l'homme. Et là, si on parle du RIC, on va voir. Le RIC, oui, mais est-ce qu'ils accepteront qu'on fasse un RIC sur des lois qui sortent de ce cadre des droits de l'homme, c'est-à-dire qui cassent la loi naturelle qu'ils veulent nous imposer? Si on peut casser la loi naturelle qu'ils veulent nous imposer par les droits de l'homme, oui, ça vaudra le coup de faire le RIC. Si on est obligé de voter à l'intérieur de ce cadre des droits de l'homme qui impose le culte de la minorité, etc., non, ça ne vaudra pas le coup. Mais je pense vraiment que si on n'a pas de cadre de valeurs communs, on arrive soit dans une dictature d'une idéologie qui écrase le peuple, soit on arrive dans une société multiculturelle où la majorité l'emporte et s'impose à tous les autres. Je voudrais juste répondre parce que je comprends. C'est une très bonne objection parce que la crainte que vous avez, c'est que la loi de la majorité puisse devenir une dictature à partir du moment où on est submergé par une nouvelle majorité créée artificiellement, par exemple via ce qu'on va appeler en gros le grand remplacement. Ça c'est vrai, mais politiquement, la manière de s'en prémunir, déjà la manière de s'en prémunir, ce serait de ne pas faire venir autant d'immigrés, mais indépendamment de ça, c'est simplement la définition il n'y a pas de démocratie sans corps civique. Quand vous êtes dans une dictature, que vous ayez des esclaves, des citoyens de seconde zone ou des citoyens de première zone, ça revient au même puisque personne n'a de droit politique. Vous pouvez avoir des riches, des pauvres, des privilégiés, mais de toute façon personne n'a de droit. Dans la démocratie, ces discriminations, dans le bon sens du terme, sont absolument nécessaires. Vous voyez chez les Grecs. Pourtant, je défends pas le statut des métèques et des esclaves qui étaient des sous-citoyens. Mais quelle que soit la définition que vous donnez du corps civique, il en faut une. La nôtre, elle est plus étendue, heureusement, que celle des anciens. Néanmoins, elle a aussi des limites. Ceux qu'elle exclut du corps civique, combien même ils peuvent être habitants de la France, ce sont des expatriés, ce sont des immigrés, ce sont des gens qui ont des permis de travail, peut-être des permis de regroupement familiaux, qui font partie des habitants, qui font partie de la France dans une certaine manière, mais qui ne sont pas encore assez intégrés ou ne sont pas là depuis assez longtemps pour avoir le droit de vote. Et c'est tout à fait juste parce que c'est pour ça que l'expression citoyen du monde, là aussi, encore à nouveau, est un oxymore. Ça ne veut rien dire. Si vous êtes citoyen du monde, vous n'êtes plus citoyen du tout, parce que la condition de la démocratie, c'est qu'il y ait un citoyen, donc qu'il y ait une définition des citoyens. Et pour qu'il y ait une définition des citoyens, il faut qu'il y ait une circonscription du corps civique, donc du peuple. On peut avoir un peuple français qui est multiculturel avec des gens de passage. C'est une définition large du peuple, mais le peuple au sens politique, c'est qui a le droit de s'occuper des affaires publiques. Là, vraiment, j'en reviens aux Grecs, c'est très simple. Eux, ils n'avaient pas la même définition que nous, qu'importe. L'important, c'est d'avoir une définition. Et évidemment, c'est pas l'intérêt du pouvoir qui va vouloir naturaliser en masse, qui va vouloir faire de nouveaux Français. Et ça, je comprends bien le risque et vous avez raison d'en avoir peur. Mais disons, la subversion, elle va pas venir par la démocratie, elle va venir par la dilution de la démocratie, parce que le jour où tout le monde sera citoyen, tout le monde sera français, alors il y aura plus de démocratie du tout, parce que tout ça sera dilué dans l'ensemble. Et là, il y aura une subversion. Une submersion même. Oui, le corpus électoral sera toujours le même. Ce sera les citoyens français de plus de 18 ans. Voilà, enfin, je veux dire... Oui, mais si c'est tout le monde, alors c'est plus personne, c'est ça. Enfin, tout le monde, c'est-à-dire pas la terre entière, on est bien d'accord. Non, mais bon, je pense que là, c'est une vue de l'esprit. Il y aura toujours un corps électoral qui sera constitué des Français majeurs. Et bon, il n'y a pas de dilution. Je pense pas qu'il n'y ait pas de dilution. Enfin, je ne vois pas de quoi tu parles quand tu parles de dilution qui fait qu'il n'y aurait plus de démocratie, plus de peuple, plus rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la démocratie fonctionne s'il y a une discrimination nette entre qui est citoyen et qui ne l'est pas. S'il suffit de résider sur un territoire pour être citoyen, c'est le meilleur moyen d'assassiner la démocratie. Et c'est sans doute ce que Macron veut. Ah, peut-être. Totalement. Mais c'est pas la faute de la démocratie, c'est la faute de la politique migratoire. Il le fait d'autant plus d'ailleurs que je me trompe peut-être, mais il avait volonté aussi de baisser l'âge de la possibilité de voter. Hidalgo à Paris a voulu le faire. Oui, c'est ça, mais je crois qu'elle voulait baisser ça. 16 ans, mais c'est les mêmes volontés de trouver des gens qui ne sont pas politisés. C'est pour faire du clientélisme. Oui, c'est ça, complètement. Oui, c'est ça. Bon. Écoutez, alors quel jeu aujourd'hui ? Je voudrais juste apporter un bémol au propos que j'ai tenu tout à l'heure, mais même si je le maintiens. Je persiste à dire qu'effectivement il y a deux écueils à éviter, c'est-à-dire l'idéalisation ou le mépris ou le dédain. Enfin, même on est souvent même au-delà du mépris et du dédain, on est dans la condescendance souvent. Donc maintenant je persiste à croire qu'effectivement une grande partie des Français ont voté contre leurs propres intérêts depuis une quarantaine d'années, ça je le maintiens absolument. Maintenant je mettrai un bémol, c'est qu'ils ont intégré aussi une partie du discours TINA, ce qu'on appelle le discours TINA, There is no alternative, voilà. Donc qui date de Thatcher, des années Reagan-Thatcher. En gros, il n'y a pas d'alternative
d'alternative à l'orthodoxie libérale. Il n'y a pas d'orthodoxie aux convergences de Maastricht, aux critères de convergence. Il n'y a pas d'alternative à l'austérité. Donc il n'y a pas de choix démocratique. Il n'y a pas d'alternative à l'immigration. Et en gros, c'est la fameuse phrase de Juppé, en fait, que les Français finalement ont fini par faire leur. C'est-à-dire séparer ce qu'il appelle les deux extrémités de l'omelette. En gros, pour faire simple, le Rassemblement national et la France insoumise. Et en gros, il dit voilà, on va gouverner avec une formation centrale qui coupera les deux parties de l'omelette. Ce qui est très exactement ce qui s'est passé avec l'élection de Macron, qui est effectivement la synthèse de ça. Ce que j'ai appelé la synthèse des deux bourgeoisies. Je suis pas le seul, d'ailleurs. Parce que bon, voilà, Macron est vraiment l'incarnation. Il est la quintessence, la figure archétypale de la bourgeoisie. On pourra qualifier de post-orléaliste ou de Louis-Philipparde, mais au XXIe siècle. C'est très clairement ça. En fait, mais malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que sociologiquement, il y a au moins 20% des Français qui se reconnaissent dans ce type. Au moins 20%. Et malheureusement, certains, qui pourtant sociologiquement ne font pas partie de ce corpus sociologique, justement, ont totalement intégré et incorporé les dictats et les oukases de cette bourgeoisie-là. C'est en cela que je dis qu'une grande partie des Français votent contre leurs propres intérêts et votent pour leur suicide. Il y a un travail d'éducation populaire. C'est là où évidemment, voilà, c'est le mot magique. C'est le mot qui n'a pas été prononcé depuis tout à l'heure et que j'ai à l'esprit depuis le début de l'émission, éducation populaire. Alors, je sais que c'est un mot qui est connoté, qui n'est pas forcément une expression qu'on convoque régulièrement derrière notre micro et sur nos antennes et dans nos magazines, mais évidemment. C'est quelque chose qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Oui, l'éducation populaire est une bonne chose. Quand même, il ne faut pas se tromper d'ennemi, parce que quand on parle, je reviens sur cette question de la dilution du souverain à travers la substitution ethnique de peuplement, c'est un risque, mais ce n'est pas par la démocratie que ce processus va s'accélérer. Si c'est ça qui vous fait peur, ça arrivera bien plus sûrement par l'autorité du haut que par la dilution du bas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, l'immigration est acceptée aussi par l'effondrement éducatif des autochtones. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Des Français indigènes. Le discours dominant qu'on entend et qu'on critique. Si les allochtones sont aujourd'hui aussi puissants et aussi écoutés, c'est parce que les autochtones ont aussi cédé aux cases dont je parlais et à la fameuse pensée Tina. Et est-ce que si on n'arrive pas sur un système que vous préconisez, du coup, donc c'est de cette fameuse vraie démocratie, c'est pas vraiment un bon terme, mais j'ai peur que la plupart des gens, en tout cas la majorité qui serait légitime selon vous, ne serait absolument pas d'accord avec nous. Il suffit de prendre n'importe quel débat autour d'une famille française moyenne, on a un exemple tout simple, un discours minoritaire. L'euthanasie. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, majoritairement les Français voteraient sans hésitation aucune pour la mort de Vincent Lambert. Oui, tout à fait. Sans hésitation aucune. Sans même prendre en compte l'intégralité du contexte global. Et c'est-à-dire ce qu'on sait, y compris sur le plan médical, d'ailleurs, sans même rentrer dans les débats moraux. Ou religieux. Oui, mais à nouveau, vous êtes en train de... Cet exemple, ou même un exemple qui vous concerne, vous, directement en Suisse. Oui. Il y a quand même eu une tentative de référendum d'initiative citoyenne de votation qui avait été appelée, dans mon souvenir, monnaie pleine. Oui, tout à fait. Qui était une excellente initiative. Trop technique, trop compliquée, malheureusement. Qui était technique et compliquée, mais qui visait en fait à supprimer et à retirer aux banques commerciales la création monétaire. Voilà, ce qu'on appelle la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, récupérer, en fait, que le peuple souverain récupère la création monétaire. Ce qui est quand même un des éléments les plus fondamentaux qui sont en politique. Oui. Si ce n'est le plus J'ai milité pour ça, on n'a malheureusement pas réussi à se faire entendre, si c'était extrêmement technique. Je crois que seulement 25% des Suisses ont voté en faveur de ce principe. Et il y a eu une très forte abstention en plus, parce que les gens n'ont pas compris. En plus qui était monstrueuse. Je me rappelle d'ailleurs, j'avais envoyé les résultats à des amis. Je ne sais pas si tu te souviens, Rouba, je t'avais mis en copie. J'ai dit les Européens toujours aussi heureux d'être dans la servitude volontaire. Et j'avais titré aujourd'hui 2 points les Suisses. Oui, ça c'est des écueils auxquels on doit faire face, mais même si les gens ne se sont pas déplacés comme on le voudrait, le fait qu'on vote sur des questions aussi techniques, c'est déjà en soi une victoire de la démocratie, comme il y a 2 mois on a voté sur est-ce qu'il faut raboter les cornes des vaches ou non par rapport à leur espace vital dans les champs, par rapport au lait, à la viande qu'on attend. Enfin bref, il y a des choses, ça fait rigoler les étrangers en disant mais vraiment, c'est des histoires. Évidemment, c'est pas aussi important que cette question monnaie pleine, mais même si ça peut désarçonner,
décourager. Nous, on pense qu'il faut continuer à le faire en essayant en deçà, et chaque parti dans son camp essaye de faire de l'éducation populaire, justement, parce que je pense que vous seriez bien content de voter sur cette question-là, mais le jour où ça arrivera, vous aurez aussi de la peine à mobiliser les gens parce qu'ils vont dire ouh, c'est un truc d'expert, mais au moins on essaye. Comprenons-nous Essayez bien, pas plus en je ne veux l'occurrence. surtout pas supprimer le principe, absolument pas. Mais je dis qu'il faut ne pas perdre de vue que ça ne peut être efficace et efficient ou utile qu'effectivement si c'est accompagné d'une éducation populaire. Oui, mais là vous venez de reposer la question. On a des armes terribles. Fois, on a des armes terribles face à nous. C'était Michel qui disait ça il y a très peu de temps dans une de ses fiches de lecture, dans une de ses vidéos. Je sais plus, c'est quand il était sur Bistro Liberté. Il expliquait, en gros, moi quand je fais une bonne vidéo, je fais 60 000 vues. Hanouna, il en fait quotidiennement entre 1 et 2 millions. Oui, mais c'est pas comparable parce que c'est des produits différents. Enfin, c'est comme si on compare nos émissions à celles d'humoristes. C'est pas qu'ils sont plus populaires que nous, c'est qu'on n'a pas le même public, qu'on fait pas le même boulot. Mais le problème, c'est qu'à un moment, la quantité fait aussi sens. Oui, sur un même créneau. Et quand les vidéos de Michel ne sont vues que 60 000 fois, ce qui est déjà très bien. Oui, c'est pas mal. Ce qui est déjà très bien. Pour un truc un peu austère. Cyril Hanouna est vu 1 million à 2 millions de fois. Enfin, oui, mais qu'est-ce qu'on en retient ? À 2 millions de spectateurs. Les vidéos de Drac, il y a du contenu. Hanouna, ça passe d'une oreille à l'autre. Le problème, c'est que Hanouna, l'air de rien, fait aussi de la politique. Regardez bien, Hanouna fait de la politique. Si vous dites, sans avoir l'air d'y toucher, il en fait. Évidemment, ça ne va pas du tout dans notre sens. Tu vois, si on prend le terme Tina, c'est vraiment le terme juste. There is no alternative. Si une minorité de gens, pour leur propre intérêt, arrive à faire croire à la majorité qu'il n'y a pas d'alternative et qu'ils laissent à la majorité le choix de faire de la démocratie à l'intérieur de ce cadre, et là, ça veut dire qu'ils ont fait la parfaite fausse démocratie. C'est-à-dire, en fait, ils ont imposé un dogme comme une loi naturelle aux gens. Les gens sont persuadés qu'il est impossible, qu'on n'a même pas le droit de sortir de le cadre de cette droit naturel. Et si on les laisse faire les lois à l'intérieur de ce cadre, ils peuvent discuter pendant des siècles et des siècles sur les migrants. Est-ce qu'il en faut 200 ou 300 000 Est-ce qu'il faut ou pas Est-ce qu'on accepte les mecs à partir de 18 ans, 25 ans comme des jeunes isolés ? Si les gens, on arrive à leur faire croire qu'il n'y a pas d'alternative à tout ça et qu'on les laisse blablater à l'intérieur de cette loi naturelle imposée, de cette fausse loi naturelle, effectivement, on arrive à la fausse démocratie. C'est un espèce de poulailler, quoi. C'est du poulailler. C'est Michéa qui avait une très bonne formule là-dessus. Il disait, en gros, le faux clivage gauche-droite peut aujourd'hui se traduire par une formule, l'alternance unique. Oui, mais ce risque existe. Mais si, face à ça, vous supprimez carrément le processus démocratique, vous obtiendrez les mêmes périls, mais beaucoup plus vite par le haut. Ah non, justement, c'est parce que si le gouvernement, l'exécutif reprend la main, ils feront exactement ce que vous craignez qui ait lieu, mais il n'y aura même pas besoin de toutes ces manipulations. Ça se fera par le haut et par une gestion autoritaire. Et cette tentation existe aujourd'hui. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il s'agit d'être bien conscient qu'aujourd'hui, le RIP, le RIC, appelez-le comme vous voulez, votation, etc., est une arme à double tranchant qui peut être effectivement très efficace, mais qui, si elle n'est pas accompagnée, on en revient toujours à l'expression d'éducation populaire, c'est extrêmement périlleux. Ce qui est bien la preuve que votre système démocratique, là où il pêche, c'est pas par excès de démocratie, mais par défaut. Le problème n'est pas la démocratie elle-même, mais l'imperfection du processus. On a la quantité, on peut avoir la quantité de débats, on peut même rajouter de la quantité de débats ad vitam aeternam, on a des élections régulièrement. Si on se cantonne à un cadre donné, les lois sortiront jamais de ce cadre. C'est la fameuse phrase que les anglo-saxons utilisent, notamment les membres de l'alt-right, to think out of the box. Voilà, penser en dehors de la boîte. Et justement, la fameuse pensée Tina, elle empêche complètement de penser en dehors de la boîte. Tu te sens hérétique si t'en sors. C'est le bon mot, comme tout à l'heure, excommunication. Et c'est bien la preuve qu'on est dans le religieux, c'est une hérésie. On est dans l'hérésie. Quand nous, on parle de remigration, on est dans l'hérésie. Nous sommes des hérétiques. Et si on parle Mais l'irruption du populisme de ces dernières années dans les pays européens est complètement hérétique à cet égard. Et c'est en ça que c'est un souffle d'air frais. Mais c'est foutu de la même manière. Je veux dire, Hanouna est un espèce de clerc d'évêque rigolo qui fait des procès rigolos, qui donne le petit coup de règle sur les doigts des gens pas méchants. Après, il y a Bernard-Henri Lévy qui est le grand inquisiteur. Et puis les mecs, il y a la commission de justice européenne qui pond des bulles
Et puis ensuite, il y a l'inquisiteur qui est chargé de peut-être, faire. enfin BHL n'a aucune influence. non, détrompez-vous. Il a l'influence de terroriser les journalistes. L'influence de terroriser les journalistes. Oui, mais il va pas influencer. Il est au conseil de surveillance. Le Monde de l'édition. Le Monde. Ah non, oui, bien sûr. Au point. Oui, mais ce que je veux dire, il a arrêté. Vous avez vu sa dernière tournée grâce à la Suisse. Il vieillit. Enfin, grâce à la Suisse qu'il a superbement ignoré. Il n'a pas vendu ses billets à Lausanne, Genève. Je crois que la dernière salle un peu pleine qu'il a fait, c'était à Kiev. Mais sinon, ça n'intéresse personne. Non mais. Non. Si, là il a vraiment, il terrorise les journalistes, il distribue les bons et mauvais points. Je veux dire, à un moment donné, puis il a ses obligés. C'est ce que Boniface avait bien expliqué. En fait, il a ses larbins, il a ses serpillères, il a ses obligés, et il a les gens qui l'a terrorisé. Donc, ce qui fait qu'il tient en gros une partie du monde de l'édition. Mais on n'appelle pas ça de la popularité, on appelle ça non, pas du tout. C'est de l'influence. Non, mais évidemment, c'est de l'influence. Il est absolument pas populaire. Il est même profondément détesté. Et les gens qui sont ses obligés sont les premiers à le détester parce qu'ils ont peur. Oui, mais ils sont ses obligés quand même. Il y a qu'à voir, quand ils avaient créé, je me souviens, SOS Racisme, j'en viens toujours là. Au premier concert, le premier concert des SOS Racisme, à un moment donné, il y a un journaliste qui s'approche de BHL qui lui fait ouais, bon, SOS Racisme, la marche des beurs, on trouve quand même que dans la direction de SOS Racisme, il y a beaucoup de juifs à l'époque. Qui dit ça? Et le mec, il regarde, il fait qui dit ça? On parlait dans son roman Petit Frère. Qui dit ça? Je crois que les journalistes, on l'a purvu, quoi. Je plaisante, mais non. C'est pour ça, quand vous parlez d'Hanouna, c'est vrai que j'ai jamais vraiment regardé plus 5 minutes. Qui est un soft power Hanouna, je veux bien le croire, mais un soft power BHL, c'est pas le cas. Non, je parle l'organisation du clergé, le clergé médiatique. Le clergé, c'est quoi? Ils interprètent les événements au regard des textes et ils disent ça c'est bien, ça c'est mal, et ça c'est un événement. Ils ont le pouvoir de dire ça c'est un fait divers qui ne reflète pas la réalité en général. Et ça par contre c'est très emblématique d'une réalité plus grande. Voilà. Quand il y a un petit enfant qui se noie sur une plage, un migrant, BHL dit ce pauvre enfant c'est le symbole de tous les réfugiés. Et après quand en Libye on lui parle d'un migrant noir qui a été torturé, qui ont été mis dans des cages, et qui a été torturé. Et que la chroniqueuse en face de lui montre l'image de ce type qui a été torturé et tout, il dit oui mais c'est une personne comparé aux 100 000 qui ont été tués par Kadhafi, les centaines de milliers, donc je ne regrette rien. C'est le clergé qui a le pouvoir d'interpréter les textes et de dire ça c'est emblématique, ça a de l'importance, ça c'est négligeable, ça c'est représentatif, ça c'est anecdotique. C'est le droit canonique. C'est le droit canonique. C'est ce que j'allais dire, de faire de la création normative aussi. On voit avec Marlène Schiappa qui avait animé un débat avec Hanouna au moment de la crise des Gilets jaunes. Elle avait fait toute une campagne notamment sur assez féministe et notamment sur le harcèlement sexuel au sein des entreprises, etc. Bim badaboum, en 2 mois on avait une loi où maintenant même le fait d'évoquer, de faire certaines blagues, je dis pas que on est quand même français et la blague graveleuse elle existe quand même, c'est pénalement répréhensible et vous pouvez vous faire licencier très très vite aussi pour ça. Même à cette antenne, non? Cette antenne, vous savez, ici personne risque d'être licencié. C'est ça d'être pirate, on a la liberté jusqu'au bout. Après, humour corsaire. Non mais surtout va pas croire que des gens comme BHL n'ont pas de pouvoir en France, ils ont un pouvoir énorme. Oui évidemment, un pouvoir effectif. Non, j'ai employé l'expression de soft power pour parler d'influence sur l'opinion publique. Des livres qui ne se vendent pas malgré toute la promotion médiatique du monde, c'est quand même le signe d'un échec cuisant. Je pense par exemple qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir de soft power en France sur d'autres questions, par exemple on va dire les expérimentations sociétales diverses et variées dans le rôle de l'apprenti sorcier, de l'alchimiste délirant au service du Moloch LGBT, par exemple, c'est Yann Barthès. Ouais. De l'émission Quotidien. Lui, clairement, a un pouvoir de soft power. Son émission est très regardée. Au niveau du montage, c'est plutôt bien foutu. C'est assez efficace et donc le travail est d'autant plus toxique en fait, il est d'autant plus néfaste et délétère en fait. Il y a un travail de déconstruction psychologique aussi. C'est un type qui est là pour faire sauter les dernières barrières, les dernières digues. C'est-à-dire que lui, toute transgression de toute façon est bonne. Alors c'est fait de façon plus ou moins sournoise et subtile, mais le résultat est là. Et alors quand tu parles de soft power, là je pense qu'on est beaucoup plus proche de ça là. Effectivement, c'est plus efficace qu'Hanouna, où il y a la vulgarité, donc qui peut déplaire à certains bourgeois. La bourgeoisie de gauche, même la plus branchée, a du mal à se reconnaître dans Hanouna parce qu'elle va le trouver trop graveleux, trop vulgaire. A raison d'ailleurs. Sur ce plan-là, on ne pourra pas lui donner tort. Mais avec Barthès, on est plus dans l'enrobé, mais finalement, c'est encore plus malfaisant peut-être. D'accord. Ouais, c'est la moraline en plus.
c'est la moraline. C'est la moraline, on est dans les bons sentiments des C'est gouvernants. vraiment les bons sentiments. J'ai une question à vous poser, monsieur Lépée, c'est que comment on évite cet écueil-là en Suisse, par exemple. Enfin, c'est-à-dire que quand même, vous défendez un système qui semble pour vous marcher. Nous, ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est des travers, on va dire français, en tout cas des travers on va dire, je vais appeler ça à chaque fois on dit mais le pouvoir français. Comment la Suisse, et selon vous en tout cas, est-ce qu'elle l'évite, ou d'ailleurs elle l'évite peut-être pas, c'est ce soft power on a l'impression d'être dans 1984, on reformate les gens avant même qu'ils votent et pour qu'ils votent pour le coup bien. Cet écueil, on ne l'évite pas en fait. Si on parle de force médiatique, avec une moindre gravité que chez vous, ça il faut le reconnaître, mais la RTS, pour reprendre le service public télévision, radio, propose une propagande assez semblable à ce que vous avez chez vous et qui marque une rupture d'autant plus abyssale qu'on sait que démocratiquement, le peuple qui s'est exprimé à plusieurs reprises, que ce soit à travers des votations ou de simples sondages, est opposé à l'Union européenne et à toute l'idéologie que ça véhicule, et que les médias disent tout le contraire, pour une raison simple. Alors peut-être, on ne saura jamais qu'il y a des ordres qui viennent d'en haut, mais de manière beaucoup plus certaine, c'est qu'il y a des réflexes corporatifs et qu'il y a... sociologiquement, une très nette majorité de la corporation des journalistes qui penche dans un sens politique qui n'est absolument pas représentatif, en tout cas pas dans les mêmes proportions, de ce qui se dit dans le peuple suisse. Et en France, vous avez exactement la même chose. Donc, je dirais que quelque part, en France, c'est encore plus marqué, mais en Suisse, c'est encore plus patent, parce qu'en Suisse, on sait assez précisément ce que le peuple pense, puisqu'il est consulté. Donc, on sait très bien que quand vous avez un peuple qui, toute région linguistique, toute classe sociale confondue, toute classe d'âge confondue ou presque, est souverainiste, à gauche comme à droite, avec des nuances, mais souverainiste, c'est-à-dire qui ne veut pas tomber dans le piège de l'adhésion, et que en face, de toute région linguistique confondue, vous avez des médias mainstream qui disent exactement le contraire. Ça, c'est un problème. Donc, ce soft power pernicieux existe. Il y a toujours une punition immanente qui arrive, c'est que ces médias se cassent la gueule les uns après les autres. Bon, c'est la mutation du modèle économique, c'est la crise, il y a plein de raisons, mais ils ont beau se justifier derrière des choix entrepreneuriaux ou autres. La raison, c'est que si les magazines qui avaient du succès il y a 20 ans ne se vendent plus, c'est que les Suisses en ont marre d'acheter un magazine qui est clairement antidémocratique, qui crie au populisme dès qu'il y a un référendum, qui stigmatise les patriotes, etc., etc. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et ça a été quelque part une revanche des médias dissidents, des pestiférés que nous sommes quelques-uns à avoir été mis hors de ces journaux, à avoir été diabolisés. Puis au final, plus personne ne les soutient. Donc non, on n'évite pas cet écueil. C'est une question de degré. Je continue sans aucune ingérence et sans aucun chauvinisme de penser que ce modèle suisse est allé plus loin dans le sens démocratique que le modèle français. Néanmoins, ce n'est pas un idéal, ce n'est pas une fin, c'est un chemin, c'est une étape. Sans pouvoir aller au bout de mon raisonnement, j'ai dit avant que j'avais une posture révolutionnaire conservatrice. J'ai un côté conservateur par rapport à la démocratie suisse, dans la mesure où, aussi imparfaite soit-elle, on est obligé de la défendre face à des attaques de l'extérieur. Les attaques de cette fameuse cinquième colonne européiste qui est tenue par des citoyens suisses qui sont en général dont la corporation des juristes, des économistes, des politiciens, des journalistes bien sûr, et qui voudraient nous rendre eurocompatibles, c'est-à-dire diluer notre souveraineté, nous retirer, je l'ai dit avant, nos armes, mais de manière plus générale, notre souveraineté démocratique. Alors évidemment, face à ça, au-delà de toutes les réformes dont on rêve, on doit tenir bon, c'est-à-dire au moins qu'on ne nous retire pas ce qu'on a. Et l'option révolutionnaire, c'est que si on y parvient, et on fait ça au coude à coude, au pied à pied, chaque jour, si on y parvient, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, et il faut continuer, parce qu'on est dans une guerre d'usure avec Bruxelles. Chacun parie que l'autre s'effondrera avant. C'est-à-dire, nous, on parie, c'est un pari risqué, mais en même temps, on n'a rien à perdre, on parie que la maison Bruxelles va s'effondrer. Eux parient non pas que la Suisse va s'effondrer, mais que la Suisse va s'effondrer en tant qu'entité autonome et va adhérer. Et on a toutes les raisons de le penser. Et je pense que s'il était honnête, même Juncker le dirait, qu'il y a, dans une échelle de 10 ans ou de 20 ans, il y a plus de risques que l'Union européenne s'effondre que la Confédération helvétique en tant que confédération autonome, c'est-à-dire en tant qu'État-nation, même si ce n'est pas le terme qu'on emploie chez nous. À partir de là,
si on peut tabler sur ça, je pense qu'il faut continuer. Seulement là, les démocrates ou pseudo-démocrates suisses, les souverainistes suisses vont se diviser entre les gens comme moi qui n'ont pas vraiment de représentation politique, qui sont plutôt de sensibilité socialiste, anticapitalistes, qui vont vouloir pousser le processus national plus loin en disant maintenant qu'on est libre, maintenant on va développer nos démocraties, et les forces conservatrices, national-libérales, l'UDC qui vont dire restons-en là et laissons le capital faire la chose, c'est-à-dire maintenir un simulacre de démocratie. Et malheureusement, la démocratie suisse, qui est une démocratie certes, mais a tendance à évoluer en plutocratie pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu plus haut, c'est-à-dire l'inégalité des moyens, des campagnes, des partis. Moi j'en veux un petit peu à certains réformateurs suisses, des doux rêveurs qui te disent le système est pourri, donc dynamitons tout. Mais si on dynamite tout, on laisse la porte ouverte à l'ennemi, et l'ennemi c'est pas plus de démocratie, c'est moins de démocratie. C'est pour ça que je parlais de péché par excès ou par défaut. Il faut à la fois maintenir les acquis et développer, et donc être à la fois conservateur et révolutionnaire. Je sais pas, on peut peut-être reprendre cette réflexion-là à l'échelle, pour le coup, là, on va transposer ça sur la France, parce qu'on a quand même eu des annonces de monsieur le président Emmanuel Macron, qui veut potentiellement instaurer de la proportionnelle à l'Assemblée nationale, mais qui veut aussi revaloriser le référendum. Est-ce que on peut imaginer ça en France ? J'ai le sentiment que la situation suisse serait intransposable en France, dans le sens où, pour le coup, on est complètement fédéré par l'Union européenne, j'ai envie de dire de ce terme-là, parce que personne ne le dit, mais c'est l'Union européenne fédérale, en fait, c'est ça. Et que, en fait, on n'a plus de choix à faire, et que ce système-là, on peut toujours le rêver, et comme on disait au début de deuxième partie, on n'aura jamais gain de cause, en tout cas, ce qu'on défend à ce micro, on n'aura jamais de gain de cause en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut espérer, par exemple, passer par de la proportionnelle, comme Macron le dit, notamment en pensant que aujourd'hui, en tout cas actuellement, la démocratie représentative nous est, je trouve, quand même plutôt favorable. On a toujours Marine Le Pen au deuxième tour. Alors vous allez me dire tout de suite, évidemment que c'est un jeu politique pour... c'est le suffrage universel, tu veux dire. Tout à fait, oui, c'est ça. La démocratie représentative, finalement, oui, tout à fait. Dans l'hémicycle, oui, tout à fait. Le RN finalement, je crois que c'est 10 députés, même pas 8. Je crois que c'est 8 députés. Oui, tout à fait. Donc de toute façon, je dirais que dans un sens, ça ne me dérange pas. Ça finit par prouver l'escroquerie du parlementarisme. Et donc, de facto, de la représentativité. Voilà. Au moins, l'élection présidentielle en France se fait par le suffrage universel, voilà, c'est déjà ça. Oui, tout à fait. Chaque voix compte. Ouais. Prenons ce qu'il y a à prendre. De toute façon, on a dit, il y a le système TINA, et après, il y a quand même des partis diabolisés, ce qui prouve que, effectivement, il y a des gens qui sont considérés comme le diable, mais en même temps, ils ont quand même le droit un peu de jouer à l'intérieur parce qu'on n'a pas réussi à les foutre entièrement dehors. Voilà, donc jouons le jeu. Moi, ce que je crains, c'est que, comme on avait dit... Ou pas. Enfin, c'est là que je suis dubitatif sur le jouons le jeu, en fait. Parce que moi, je pense que vraiment le parlementarisme est vraiment un de nos pires ennemis. Comme je le disais, avec le capitalisme globalisé et le monde médiatique, ce que j'appelle la cléricature médiatique, ce qu'on pourrait appeler la cléricature médiatique. D'ailleurs, ça s'est vu au moment des Gilets jaunes. Enfin, je veux dire, la corporation qui était quand même la plus hostile aux Gilets jaunes, c'était quand même les journalistes. Et dans une moindre mesure, les syndicats, parce que les syndicats essayaient de ne pas trop le montrer, mais il y avait quand même une franche antipathie des appareils syndicaux, notamment de la CFDT, bon, ça ne surprendra personne, le syndicat jaune par excellence, mais également de la CGT. Mais jaune votons quand même. Et comme je dis toujours, y compris aux élections locales, départementales, cantonales, parce que là il y a des choses à faire. Comme je dis, il y a des budgets pour les écoles, pour les crèches, pour l'éducation des gamins. Il y a des choses à faire. C'est souvent quelque chose qu'on a défendu à ce micro. C'est ce qu'on disait, qu'il était plus important, par exemple, de se présenter au municipal qu'à d'autres élections. Dans l'idéal, il serait mieux de voter directement ces lois par le suffrage universel plutôt que d'élire des représentants dans un système corrompus et dans des gens qui, ma foi, sont susceptibles d'être corrompus pour voter ces lois dont on ne sait pas s'ils le feront, à moins d'avoir un mandat impératif. Mais ça, c'est quelque chose de très archaïque. Ça fait 2 siècles que ça n'existe plus. Le référendum avocatoire. C'est tout à fait, c'est ce qui est défendu d'ailleurs par Étienne Chouard la plupart du temps, d'avoir un vrai mandat révocatoire qui permettrait, si jamais le représentant
ne fait pas ce qu'il a promis, on va dire ça comme ça, se ferait révoquer et donc c'était aussi un projet avant les élections italiennes, plusieurs années avant, du mouvement des 5 étoiles, qui c'était la thèse de Monsieur Casaleggio, qui est mort maintenant, mais qui était le grand webmaster et à la fois un des doctrinaires du mouvement. Ouais. Et je ne sais pas quoi en penser. C'est très original et intéressant. Par exemple, la révolution bolivarienne de Chavez, qui n'est pas forcément notre tasse de thé, mais... si, moi c'est ma tasse de thé. Non, enfin, je ne jette pas tout, hein, loin de là. Mais en l'occurrence, il y avait le référendum révocatoire. Ouais. Je rappelle que Chavez l'a y compris joué contre lui-même. Bien sûr. Et il avait gagné. Mais le problème du mandat impératif, l'élection avait été d'ailleurs confondre, avalisé et validé par des observateurs internationaux en disant oui, effectivement, il a joué le référendum révocatoire contre lui-même. Les Grecs l'avaient sous Périclès, c'est ce qui s'appelait le stracisme. La Commune a essayé de le restaurer, il y a eu des tentatives en Espagne. Mais disons, le problème du mandat impératif lui-même, qui m'est assez sympathique a priori parce que ça permet d'avoir des représentants qui sont fidèles à leurs électeurs, au peuple, c'est que c'est difficile dans ces cas-là d'obtenir un consensus au niveau présidentiel, mais uniquement au niveau présidentiel. En France, il y a un petit peu ce côté-là, et vous n'en êtes pas forcément très content. Les gens qui ont élu Hollande, donc la majorité qui s'est dégagée, enfin majorité relative, bien sûr, puisque la majorité qui s'est dégagée a voté pour un homme et pour un programme. Et quand Hollande a fait passer les lois Taubira, il a eu beau jeu de répondre à ses opposants en disant mais vous le saviez dès les présidentielles, et c'était vrai. Alors c'est ça le problème. 32, je crois. Je sais plus, il y avait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que d'un côté, il vous l'a pas fait à l'envers sur ce coup-là. Le mandat impératif n'existe pas dans la désignation de la présidence française, mais ça y ressemble beaucoup, ce qui n'est pas le cas pour la députation. Et si imaginez un parlement qui est constitué uniquement d'élus avec un mandat impératif, donc qui partent avec un programme précis, alors on aura des purs et durs, on aura des incorruptibles, mais ils vont passer, ça va finir comme le Parlement d'Ukraine, ils vont se lancer des sacs de farine. Mais quelle majorité peut émerger de ça ? Je suis un peu partagé, parce que sur le plan de la pureté démocratique, je serais favorable dans l'idéal grec au mandat impératif, mais je vois bien en Suisse, alors qu'on est dans une éthique complètement contraire, qui est l'éthique du consensus, on pourrait pas fonctionner comme ça, on serait dans un état peut-être de purisme et de guerre civile permanente. Donc je suis un petit peu partagé là-dessus. Écoutez, messieurs, on arrive vers la fin de l'émission. Je vais peut-être vous demander de conclure chacun. Or, on a quand même des positions différentes qui se sont dégagées avec ce débat, donc je vais peut-être commencer avec Maurice, puis Robachoff, et je laisserai Monsieur Lépée terminer. Maurice ? Oui, on l'a suggéré très brièvement à un moment donné pendant l'émission. Toutes ces initiatives de référendum, de votation, etc., sont possibles et uniquement possibles et souhaitables si le peuple français est encore un peuple français. C'est-à-dire dès qu'une bascule démographique aura lieu, et peut-être que nous n'en sommes plus si éloignés que ça, là, ça ne sera plus du tout une arme à double tranchant. Ça sera une arme contre nous. Donc si jamais ce processus doit être mis en place et doit avoir lieu, il faut qu'il ait lieu le plus rapidement possible. Parce que moi j'ai déjà une série de questions à poser. J'ai déjà beaucoup d'idées. Je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que derrière les auditeurs, derrière leur ordinateur, doivent en avoir beaucoup aussi. Par exemple, poser la question, êtes-vous favorable ou non à supprimer le droit du sol ? Êtes-vous favorable ou non à supprimer le regroupement familial ? Voulez-vous supprimer le droit d'asile ? Êtes-vous favorable à une inversion des flux migratoires ? Voulez-vous rétablir les contrôles aux frontières ? Etc., etc. Et ça, je sais, quelques rares enquêtes qui ont été faites sur ce type de questions prouvent que le oui serait majoritaire. Absolument. Mais il l'est encore maintenant. Dans 10-15 ans, j'ai un doute. Ouais, même problématique. Alors, il y a eu au début des Gilets jaunes, je crois que le gouvernement avait lâché un peu de l'Est en disant oui, on pourra discuter de certains sujets, mais ça, ce sera exclu, ça, ce sera exclu. L'avortement, c'est exclu. La peine de mort est exclue. L'immigration, on l'a remis dans un petit chapitre à côté et tout. Donc, voilà, qui à la base devait être une thématique à part entière. Ouais, c'est ça. Et qui finalement a été incorporée dans une thématique plus large. Voilà, donc Tina Rules, c'est-à-dire en fait, on fixe les cadres, et tant qu'on ne pourra pas voter en dehors de ces cadres, si le RIC c'est 80 ou 90 km/h, ou ça, je dois dire qu'effectivement ce sera l'intérêt sera somme toute une basse-cour, des poules dans une basse-cour, et puis ça servira à pas grand-chose. Donc effectivement, c'est intéressant, on a parlé éducation populaire là aujourd'hui. Et éducation populaire. Il y a un nom d'ailleurs, je crois. C'est démopédie, je crois. Je sais pas. On appelle ça la démopédie. J'imagine. Ne m'insulte pas. Je crois que c'est la démopédie.
Mais trouver un moyen effectivement de renverser ce régime dans le sens où abolir cette espèce de loi naturelle fausse et aliénante qui fait que les gens ne savent plus réfléchir en dehors de ce truc-là ou ne se sentent plus le droit de réfléchir en dehors de ça. Et quand à nouveau on pourra s'exprimer en dehors de ça et voter en dehors de ça, là effectivement ce ne sera pas une démocratie contre le peuple, ce ne sera pas un système aliénant, ce sera peut-être à nouveau une démocratie, une vraie démocratie, c'est-à-dire émanant du peuple pour ses intérêts. Encore, comme dit Maurice, faut-il qu'il y ait encore un peuple, c'est-à-dire un corpus d'identité, de valeurs, de destin, de gens qui se reconnaissent entre eux. Quoi. Et n'ayons pas peur du mot, même un corpus biologique. Oui, ethnique. Oui, là il y a de nouveau ce point pour conclure où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que à chaque fois vous commencez par vous poser la question de savoir si la démocratie est bonne ou non en fonction des probabilités qu'elle a de défendre les idées qui sont les vôtres. Et j'essaye en toute honnêteté, comme dans l'éthique lacédémonienne dont Rousseau parlait, de mettre les principes, c'est-à-dire le fonctionnement de la société en dessus des opinions particulières. Cela étant dit, malgré ça, je pense, comme vous l'avez dit d'après certaines enquêtes, que vos idées sont sûrement plus populaires que vous ne le pensez à partir du moment où des consultations... Certaines, oui, Certaines. Bien sûr, oui. Et ensuite, la question n'est pas de savoir si l'apport de l'immigration va diluer ce potentiel démocratique, mais que la démocratie doit se prononcer, je ne dis pas contre l'immigration, mais au sujet de l'immigration, même si dans les faits, il y a bien des chances que ça traduise... dans la direction du contre. Et je finis par un seul exemple, mais qui était très éloquent. En Suisse, le 9 février 2014, on a voté une initiative contre l'immigration de masse, dont l'Europe a beaucoup parlé, parce que c'était un cas assez unique. Tout ça, pourquoi il était unique ? Parce qu'on nous a demandé notre avis. L'état de l'opinion n'avait rien de particulier, il était un peu comme partout. Il y a eu une majorité assez nette qui s'est dégagée, et Yves Calvi, en France, dans son émission C'est dans l'air, et Dieu sait qu'il n'était pas acquis aux thèses de cette initiative, a consacré une émission à ça, et il a été étonné de recevoir 3000 SMS à ce sujet, et qui étaient tous des SMS de soutien, qui disaient en gros bravo les Suisses. Ensuite, celle des minéraux, des médias ont fait. Ouais, alors bon, ça, on va pas ouvrir le débat dessus. C'est un petit peu plus anecdotique. Je pense que la question de l'immigration de masse c'est quand même beaucoup plus fondamentale. Beaucoup plus important. Mais pour revenir à cette initiative, le Point a fait une enquête auprès des Français. Alors, c'est pas tout le peuple, mais 88% des Français ont soutenu la décision des Suisses, ce qui est donc supérieur au taux des Suisses favorables à ça. Et le Figaro a fait la même enquête, ils sont arrivés à 92%. Donc, indépendamment du fait que pour moi, il ne s'agit pas de savoir si on a raison ou tort, parce que la démocratie est un ordre auto-fondé, donc qui tire sa légitimité de soi-même. Indépendamment de ça, je m'inquiéterai pas trop de ce qui pourrait sortir des urnes, parce que je pense que dans la crise où nous sommes, ça peut que aller dans le bon sens en consultant le peuple. Même si c'était pas le cas, ça changerait pas mon jugement. Mais en l'occurrence, il y a un courant qui va dans notre sens et sur lequel il faudrait miser. Alors, je me répète, c'est à l'horizon de 10-15 ans. Peut-être, je ne sais pas, ça c'est difficile à dire. Enfin, tu défends la démocratie pour la démocratie. Oui. Moi, je pense que il y a la démocratie, c'est-à-dire qui émane du peuple dans son propre intérêt. Et ensuite, une des conditions nécessaires de la démocratie, c'est le débat et l'information. La parole libre et l'information. Et la circonscription du corps civique. Parce que sinon, si on la dilue, effectivement. Mais oui, tout donc, à fait. Donc, il y a la parole libre et l'information. Or, la parole libre, effectivement, dans l'état de censure, elle n'existe pas. L'information sur certains sujets, de fait, elle n'existe pas, sur la nature ethnique de la population française, etc. Le mieux est l'ennemi du bien. Oui. Donc, en fait, on a ce fameux système de loi naturelle qu'on nous considère, d'idéologie qu'on nous fait passer pour une loi naturelle et qu'on finit par nous faire prendre pour une loi naturelle. Et donc, quand on discute dans ces paramètres de non-information, de non-parole et de loi naturelle, de pseudo-loi naturelle, effectivement, on peut mettre autant de bulletins dans l'urne qu'on veut, ça ne changera pas grand-chose. Au bémol près en France, qu'on a effectivement ces partis diabolisés, et le terme diabolisé est tout à fait juste, puisqu'effectivement, ils sont considérés comme en dehors de la loi naturelle, donc obéissant au diable. Mais ils sont encore là, donc effectivement, on peut encore voter pour eux et on peut encore mettre un bulletin dans l'urne. C'est peut-être la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'Élysée n'a pas cramé fin novembre, début décembre, parce qu'il y a encore des partis vers lesquels on peut se tourner. Voilà. Donc, et d'ailleurs, ça pose une question douloureuse, d'ailleurs. Ces partis sont-ils des soupes? C'est un autre débat. Ouais. Mais le coup de moins de démocratie, plus de démocratie, on peut avoir un système formellement démocratique au milieu d'un système complètement aliénant, qui fait que les gens, effectivement, votent contre leurs intérêts. Je le crois profondément. Ça dépend. La démocratie, la vraie, c'est par le peuple, pour le peuple. C'est quelque chose qui émane de lui et qui le représente.
Là, on n'est absolument pas dans ce système. On est amené à représenter, à élire des représentants qui sont que les représentants d'une idéologie. Voilà. C'est donc, en fait, on a une... D'ailleurs, même le terme de peuple, en fait, aujourd'hui, malheureusement, pour parler du peuple français, est presque abusif. C'est presque un abus de langage. La nation française, c'est abusif. Maintenant, ça devient abusif. Ouais. C'est presque un abus de langage. C'est un conglomérat de population, une juxtaposition de population qui est sous influence psychologique très nette de réseaux oligarchiques. Voilà. Et d'un clergé médiatique. Et d'un clergé des droits de l'homme. Et d'un clergé médiatique, d'un clergé droit de l'hommiste. Voilà. Donc c'est là que je dis qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les Français ont très largement voté contre leurs intérêts. Ouais. Effectivement, à une exception près, une exception majeure, qui était 2005, où d'ailleurs ils ont été volés. Oui, mais ça, ils ont été volés. Ce que vous dites, c'est pas une critique de la démocratie, c'est une critique du dévoiement de la démocratie. Oui, tout à fait. Oui. Pas pour... la critique qu'on vient de faire. Non, mais la critique qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est effectivement, c'est une critique du dévoiement de la démocratie. On est bien d'accord. Tout à fait. Eh bien, messieurs, voilà, on arrive à la fin de cette émission. On parlait d'éducation populaire. Méridien Zéro participe à votre éducation populaire. Donc, parlez de cette radio autour de vous. Plus nous aurons d'auditeurs, plus nous toucherons les cœurs. Peut-être, Maurice, une dernière. Pour rappeler aussi encore les éditions Némésis. Oui, les éditions Némésis, donc les ouvrages de Barluvik et Ernest notamment sont disponibles. L'ouvrage d'H.G. Wells, préfacé Pierre Hillard, Le Nouvel Ordre Mondial, est disponible, de New World Order. Et puis donc le Casapande, la ressortie du Casapande qui était très attendue et extrêmement demandée. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, vos vœux sont satisfaits. Courez l'acheter. Monsieur David Lépée, peut-être une actualité Éléments. Bon, alors c'est ce que j'allais vous lancer sur Éléments. Alors je ne sais pas quand passera l'émission, mais effectivement le numéro d'Éléments est proche de sortir. Il faut que je le consulte pour vous en parler parce que je viens. Moi j'ai une petite info à donner. Peut-être Monsieur Lépée va oublier, donc je vais le dire pour lui. Oui. Le vrai scoop, en fait, le magazine, les journalistes qui avaient la véritable exclusivité. Concernant le ralliement, alors je sais pas comment on peut appeler ça, ralliement, soutien, coup d'éclat en tout cas. Coup d'éclat de l'ancien conseiller régional La France Insoumise, Andrea Cotarac. C'était Élément qui l'avait en fait, c'était pas Routel Criff. Donc on enregistre aujourd'hui, on est le jeudi 16, Tout à fait. 16 mai, donc ça s'est passé il y a 48 heures sur son plateau. Et en fait, Élément avait l'exclusivité de l'information avant, mais comme Élément sort le vendredi 17 mai, évidemment, BFM a pu sortir l'information avant. Mais on a eu de la chance avec l'agenda. C'était Élément qui avait l'exclu. Et je pense que Mélenchon commence vraiment à se méfier des Serbes autour de lui. D'ailleurs, on peut dire une chose là-dessus, qui est pas inintéressante. Bon, ça nous emmènera sur une autre émission, mais qui mériterait d'être faite. C'est la gauche Guillouis, ce qu'on vous rappelait la gauche Guillouis. Donc en gros, Koch, Kuzmanovic et Cotarac a été complètement évincée de la France Insoumise. Elle a disparu au profit de la gauche des racisés, des coloniaux et des indigénistes à la Obono et consorts. Et puis il reste un mec au milieu, Ruffin, dans le rôle du faux naïf, qui tente l'alliance improbable des Gilets jaunes et du collectif Adama Traoré. Quoi. C'est la deuxième mort de la Troisième République. Voilà, c'est la deuxième mort de la Troisième République. En fait, c'est la deuxième mort ou la troisième mort des chevènementistes aussi. Et la réplique... un peu dans une forme de coma de VR. Ouais, nos camarades de VR. Une dernière actualité, puis j'en profite, que sur votre antenne. On a sorti il y a quelques jours une collaboration avec le Artus Film, l'éditeur DVD. C'est une réédition d'un film de 61, un film suisse, super production suisse, gros budget, Guillaume Tell, de Michel Dikoff, dont j'ai eu la chance de réaliser le livret, c'est une édition de luxe, donc quand même avec un livre assez important, DVD, Blu-ray. Artus, c'est un petit éditeur indépendant très sympathique, alors qui maintenant a lancé une nouvelle collection Histoire et légendes d'Europe. Le prochain sera consacré à une version de Jeanne d'Arc, mais qui s'est fait connaître surtout dans le domaine du cinéma bis, du cinéma de genre, du giallo italien, du western européen. C'est un éditeur auquel je recommande à tous les cinéphiles, et dont on peut trouver maintenant un certain nombre de DVD à la Nouvelle Librairie. Parfait. Eh bien, écoutez, messieurs, on va finir... des salutations amicales et militantes aussi au Bastion Social. Tout à fait. On va finir par notre célèbre phrase que je vais lancer. À l'abordage. Et pas de quartier.